Les 7 cadrans. Chapitre premier. L'art de se lever matin. L'aimable jeune homme qui avait nom Jimmy Thesiger descendit l'escalier de Chimneys à toute vitesse. Son allure était si rapide qu'il heurta Treadwell, le majestueux maître d'hôtel, au moment où celui-ci traversait le hall portant un supplément de café. Grâce à la présence d'esprit de l'impeccable domestique, une catastrophe fut évitée. Désolé, dit Jimmy. Suis-je le dernier à descendre? Non, monsieur, Mr. Wade n'a pas encore paru. Parfait, déclara Thesiger en pénétrant dans la salle à manger. Il n'y trouva que son hôtesse, Lady Coote, dont le regard chargé de reproches lui causa une sensation pénible. En somme, pourquoi le considérait-elle ainsi? Jamais on ne descendait déjeuner à l'heure à la campagne. Évidemment, il était maintenant 11h15, ce qui était peut-être excessif, mais « Je crains d'être un peu en retard, Lady Coote, fit le jeune homme. Oh, cela n'a pas d'importance, répliqua-t-elle d'un ton mélancolique. En réalité, elle avait horreur que ses invités ne fussent pas prêts pour le premier déjeuner. Pendant les 10 premières années de sa vie conjugale, Sir Oswald Coote, qui n'était encore à cette époque que Mr. Coote, faisait une scène effroyable chaque fois que ce repas lui était servi, une demi-minute seulement après 8 heures du matin. Lady Coote s'était donc accoutumée à considérer l'inexactitude comme un péché mortel. Or, l'habitude est une seconde nature. De plus, Lady Coote était une femme consciencieuse qui se demandait sans cesse quelle utilité ces jeunes gens qui se levaient tard pourraient avoir dans l'existence. Sir Oswald répétait toujours aux reporters et à d'autres personnes « J'attribue uniquement mes succès à mes habitudes matinales, frugales et méthodiques. » Lady Coote était grande et belle, avec un type tragique, d'immenses yeux noirs douloureux, une voix profonde, et le peintre qui eût cherché un modèle pour représenter Rachel pleurant ses enfants l'eût accueilli avec joie. Il semblait toujours qu'un affreux chagrin secret pesât sur sa vie, et pourtant il n'y en avait vu aucun dans son existence, sauf l'ascension rapide de Sir Oswald vers la fortune. Jeune fille, elle était gaie, pleine d'entrain et fort éprise du jeune Oswald Coote, employé dans le magasin de bicyclettes voisin de la boutique de meubles de son père. Pendant 2 ans, ils vécurent fort heureux, d'abord dans 2 chambres, puis dans une petite maison, ensuite dans une maison plus grande, enfin dans des immeubles de plus en plus importants, mais toujours à proximité de l'usine, jusqu'au moment où la situation de Sir Oswald l'eut rendu indépendant et où il se mit à louer les plus vastes et les plus belles demeures qu'il put trouver en Angleterre. Chimney était un château historique, et lorsqu'il le prit à bail pour 2 ans au marquis de Caterham, Sir Oswald eut l'impression d'avoir atteint le summum de son ambition. Il s'en fallait de beaucoup que Lady Coote fût aussi heureuse. Elle se sentait toujours isolée. La principale distraction de ses premières années de mariage avait été de causer avec la bonne. Et même lorsque celle-ci s'était multipliée par 3, la conversation de la jeune femme avec son personnel avait continué à être pour elle une détente. Maintenant qu'elle disposait d'une armée de serviteurs, un maître d'hôtel aussi imposant qu'un archevêque, plusieurs valets de pied de taille gigantesque, un grand nombre de filles de cuisine, un chef de nationalité étrangère et une femme de charge aux formes amples dont les robes bruissaient quand elle marchait, Lady Coote était comme abandonnée sur une île déserte. Elle soupira profondément et sortit par la porte-fenêtre, au grand soulagement de Jimmy Thesiger. Arrivée sur la terrasse, elle prit sur elle d'interpeller MacDonald, le jardinier-chef, qui contemplait son domaine d'un œil d'autocrate. MacDonald était roi parmi les hommes qui travaillaient sous ses ordres, et il régnait avec despotisme. Lady Coote s'approcha de lui avec appréhension. « Bonjour, MacDonald. »« Bonjour, milady. » Il parlait d'un ton digne et solennel. Je me demandais si nous pourrions avoir quelques grappes de raisin pour le dîner ce soir. « Elles ne sont pas encore bonnes à être cueillies, » dit le chef des jardiniers avec calme et fermeté. « Oh » fit Lady Coote, puis elle rassembla son courage et reprit. « Pourtant, je suis entrée hier dans une des serres et j'ai goûté quelques grains qui m'ont paru excellents. » MacDonald la regarda, et elle rougit car elle se rendait compte qu'elle avait pris une liberté impardonnable. Évidemment, Feu, la marquise de Caterham, n'aurait jamais commis l'incorrection d'entrer dans sa propre serre pour y goûter du raisin. Si Milady avait donné des ordres,
déclara sèchement MacDonald. J'aurais fait couper une grappe et je la lui aurais fait apporter. Je vous remercie, balbutia Lady Coote. C'est ainsi que j'agirai la prochaine fois. Mais les raisins ne sont pas encore mûrs. Non, sans doute, répondit l'infortuné. Mieux vaut peut-être les laisser. MacDonald garda un silence plein de dignité. Lady Coote reprit courage. Je voulais vous parler de la pelouse qui se trouve derrière la roseraie. Je me demande si on ne pourrait pas l'utiliser pour y jouer aux boules. Cyrus Wilde aime beaucoup le jeu de boules. Lady Coote avait appris l'histoire d'Angleterre. Elle savait que Sir Francis Drake et les chevaliers qui étaient ses compagnons jouaient aux boules lorsqu'on signala l'approche de l'armada. C'était là une occupation de gentilhomme à laquelle MacDonald ne pouvait raisonnablement faire aucune objection. Mais elle avait compté sans le trait dominant du caractère de tout bon jardinier-chef, qui est de s'opposer a priori aux propositions qui lui sont faites. Hence, sans doute on pourrait l'employer pour cela, déclara MacDonald d'un ton peu encourageant. Oui, n'est-ce pas, en la nettoyant, en la coupant, reprit Lady Coote avec espoir. Évidemment, déclara MacDonald lentement. Cela pourrait se faire, mais il faudrait alors enlever William au travail de la partie basse. Vraiment? Demanda Lady Coote d'un ton dubitatif. Les mots partie basse ne lui apprenaient absolument rien, mais il était évident que MacDonald voyait là une objection insurmontable. Et ce serait grand dommage, continua le jardinier. Oh, certainement, répondit Lady Coote, qui se demanda pourquoi elle acquiesçait avec tant de conviction. MacDonald la regarda sévèrement. Bien entendu, fit-il, si Milady m'en donne l'ordre. Il n'acheva pas et son ton menaçant terrifia si bien la femme de Sir Oswald qu'elle capitula immédiatement. Oh, non, s'écria-t-elle. Je vois ce que vous voulez dire, MacDonald. Évidemment, il vaut mieux que William continue à s'occuper de la partie basse. C'est bien mon opinion, Milady. Sans aucun doute, dit Lady Coote. Oh, sans aucun doute. J'ai bien pensé que Milady serait de mon avis, déclara MacDonald. Oh, sans aucun doute, répéta Lady Coote. Le jardinier toucha son chapeau et s'en alla. La pauvre femme soupira et le regarda s'éloigner. Jimmy Teasiger, qui avait fini de déjeuner, sortit sur la terrasse en déclarant « Quelle belle matinée !»« Oui, peut-être, » répondit Lady Coote d'un air absent. « Où sont les autres? Sur le lac ?»« Je le suppose. » Puis elle se détourna et rentra dans la maison où Treadwell examinait la cafetière. « Oh, mon Dieu !» dit la malheureuse maîtresse de maison. « Est-ce que Mr. Wade n'est pas encore descendu? » « Non, Milady. Mais il est très tard. »« Oui, Milady. »« J'espère qu'il va bientôt venir, Treadwell. »« C'est probable, Milady. Il était 11h30 hier matin quand Mr. Wade est descendu. » Lady Coote jeta un regard vers la pendule qui marquait midi moins 20 et elle céda à un sentiment d'humanité. « C'est très ennuyeux pour vous, Treadwell, qui êtes obligé d'enlever ce couvert et de préparer la table pour 1 heure. Je suis habitué aux manières des jeunes messieurs, Milady. » Le reproche était voilé, mais indéniable, et Lady Coote rougit pour la seconde fois ce matin-là. Mais une interruption qui fut la bienvenue se produisit alors. La porte s'ouvrit et livra passage à un jeune homme à l'air sérieux, qui portait des lunettes et qui dit « Ah, vous voilà, Lady Coote. Sir Oswald vous demande. »« J'y vais tout de suite, s'écria-t-elle, et elle sortit en hâte de la salle à manger. Rupert Bateman, qui était le secrétaire particulier de Sir Oswald, sortit aussi, mais par la porte qui ouvrait sur la terrasse où Jimmy Teasiger flânait toujours. « Bonjour, Pongo, » dit ce dernier. « Je suppose que je vais être obligé d'aller faire l'aimable auprès des jeunes filles. Viens-tu avec moi ?» Le jeune secrétaire secoua la tête et rentra dans la maison par la porte de la bibliothèque, tandis que Jimmy souriait. Bateman et lui avaient fait leurs études ensemble. Rupert était déjà un garçon sérieux, portant lunettes et qui, sans cause apparente, reçut le sobriquet de Pongo. Jimmy bâilla et se dirigea lentement vers le lac. Il y avait là 3 jeunes filles, dont 2 blondes et une brune, et toutes 3 avaient les cheveux coupés. Celle qui riait le plus répondait au prénom d'Hélène, la seconde à celui de Nancy, et la troisième était communément appelée Socks. Elles étaient accompagnées de 2 amis de Jimmy, Bill Eversleish et Ronnie Devereux, qui occupaient des postes au Foreign Office. « Tiens, Voilà Jimmy, dit Bill. Est-il possible que Jerry Wade ne soit pas encore levé? Un de ces jours, déclara Ronnie, il ne s'éveillera qu'à l'heure du thé. C'est honteux, fit la jeune fille que l'on appelait Socks, car cela ennuie beaucoup Lady Coote.
Viens avec moi, suggéra Bill. Nous allons le tirer hors de son lit. Oh, soyons plus spirituels que cela, dit Sox, qui employait fréquemment cette expression. Je ne suis pas spirituel, déclara Jimmy. Voyons, proposa Ronnie, réunissons nos idées et tâchons demain matin de l'obliger à se lever à 7 heures. Treadwell en perdrait ses favoris postiches, Lady Coote aurait une syncope, Sir Oswald dirait « Ah !» et aussitôt le cours de l'acier monterait d'un point. « Vous ne connaissez pas Jerry, » répliqua Jimmy. « Peut-être une application bien faite d'eau glacée l'éveillerait-elle, mais il se tournerait de l'autre côté et se rendormirait aussitôt. »« Oh !»« Il faut trouver quelque chose de plus spirituel que l'eau froide, » s'écria Sox. « Mais quoi ?» demanda Ronnie. « Voilà Pongo, » fit Jimmy. Il a toujours eu un cerveau bien organisé. Consultons-le. Bateman écouta patiemment plusieurs déclarations incohérentes. Ensuite, il répondit. « Je vous propose un réveil matin. Je m'en sers toujours moi-même. » Puis il s'éloigna. « Un réveil matin. Il en faudrait une douzaine pour éveiller Jerry Wade. »« Eh bien, pourquoi pas ?» interrogea Bill. « Allons tous à Market Basing et achetons-en chacun un. » Il y eut des rires, des discussions, puis Bill et Ronnie partirent pour préparer les automobiles et Jimmy fut dépêché pour s'assurer si Wade était levé. Il ne tarda pas à revenir en disant « Oui, il est là », et il répare le temps perdu en mangeant des toasts et de la marmelade. Comment allons-nous l'empêcher de nous accompagner? On décida de mettre Lady Coote dans la confidence. Jimmy, Nancy et Hélène se chargèrent de ce soin, mais leur hôtesse se montra fort effrayée. « Une plaisanterie? Vous ferez attention, n'est-ce pas, mes enfants? Vous n'abîmerez rien? Notre location prend fin la semaine prochaine et je ne voudrais pas que Lord Caterham pût croire. » Bill, qui revenait du garage, l'interrompit pour dire d'un ton rassurant. « Ne vous inquiétez pas, Lady Coote. Bundle Brent, la fille de Lord Caterham, est mon amie d'enfance et elle a l'esprit très large. Notre plaisanterie ne causera aucun dégât, aucun désordre. Et sera tout à fait spirituelle, déclara Sox. Lady Coote longeait tristement la terrasse lorsque Gerald Wade sortit de la salle à manger. Jimmy Thesiger était un jeune homme blond aux traits de séraphin, et tout ce que l'on pouvait dire de Wade, c'est qu'il avait un visage encore plus blond et plus séraphique, dont l'expression vague rendait, par contraste, celui de Jimmy positivement intelligent. « Bonjour, Lady Coote, dit-il. Où sont les autres? Ils sont tous partis pour Market Basing. Pourquoi faire? Une plaisanterie, répondit Lady Coote de sa voix grave. Il commence donc dès le matin? Il n'est pas de si bonne heure, fit son hôtesse d'un ton significatif. Je crains d'être descendu un peu en retard, reprit Wade avec une franchise assez séduisante. C'est tout à fait extraordinaire, mais partout où je vais, je suis toujours le dernier à descendre. C'est extraordinaire. En effet, je ne sais pas à quoi cela tient, dit Wade d'un ton méditatif. Pourquoi ne vous levez-vous pas tout simplement, suggéra Lady Coote. Oh, fit Gerald, que la simplicité de cette solution parut stupéfiée. Son hôtesse reprit avec conviction. J'ai entendu Sir Oswald déclarer souvent que rien ne sert plus à un jeune homme dans l'existence que d'être exact en toutes circonstances. Je sais bien et j'y suis obligé quand je me trouve à Londres. Je dois être au Foreign Office à 11 heures du matin. Ne croyez pas que je sois toujours paresseux, Lady Coote. Vous avez de bien jolies fleurs dans cette bordure. Il me semble que nous en avons aussi à la maison. Ma sœur aime énormément le jardinage. Lady Coote s'intéressa tout de suite à la conversation et ils se mirent à discourir sur les défauts des jardiniers. Pendant ce temps, le principal bazar de Market Basing avait été envahi et son propriétaire se montrait quelque peu étonné de voir tant de clients lui demander des réveils matins. « Je regrette que Bundle ne soit pas ici, » murmura Bill. « Vous l'avez rencontrée, n'est-ce pas, Jimmy? »« Oh, elle vous plairait. C'est une femme délicieuse, une excellente camarade et qui, de plus, est extrêmement intelligente. Tu la connais, Ronnie ?» Celui-ci secoua négativement la tête. « Tu ne connais pas Bundle? C'est impossible. » « Voyons, Bill, interrompit Sox, soyez donc un peu spirituel. Cessez de faire l'éloge de cette jeune fille et occupez-vous de notre affaire. » Mr. Murgatroyd, propriétaire du bazar, prit alors la parole. « Si vous vouliez me permettre de vous donner un conseil, mademoiselle, je vous dirais de ne pas prendre ce réveil à 7 shillings et 11 pence. Il est excellent, je ne voudrais pas le déprécier, mais je vous conseille fortement celui de 10 shillings 6 pence qui vaut certainement mieux car il est sûr.
Mais cela n'a aucune importance, interrompit une des jeunes filles. Une fille, il suffit qu'il ait une forte sonnerie. Continua Bill, qui ne put achever sa phrase car Jimmy avait mis toutes les pendulettes en marche et pendant 5 minutes le bazar retentit de leur sonnerie. Enfin, les jeunes gens choisirent Six, puis Ronnie déclara « J'en prends un pour Pongo. L'idée nous vient de lui et il ne faut pas qu'il soit exclu. » « Très bien, approuva Bill. J'en prends aussi un pour Lady Coot. Plus il y en aura, plus ce sera amusant. D'ailleurs, elle fait partie du complot. Les réveils matins furent donc enveloppés, payés, et Mr. Murgatroyd regarda s'éloigner les automobiles d'un air perplexe, en songeant que les jeunes générations étaient incontestablement fort intelligentes, mais assez malaisées à comprendre. Et ce fut avec soulagement qu'il se tourna vers la femme du vicaire qui désirait acheter une théière. Chapitre 2, où il s'agit de réveil matin. Maintenant, où allons-nous les mettre? Le dîner était terminé, et Sir Oswald proposa une partie de bridge. Proposa n'est pas le terme exact, car Sir Oswald, ainsi qu'il convenait à un roi de l'industrie, numéro 7 de la série 1, avait simplement exprimé une préférence, et ceux qui l'entouraient s'étaient hâtés de déférer à son désir. Rupert Bateman et lui étaient partenaires contre Lady Coot et Gerald Wade, ce qui était parfait. Sir Oswald jouait au bridge comme il faisait tout, c'est-à-dire extrêmement bien, et il aimait avoir partie liée avec quelqu'un qui fût digne de lui. Or, Bateman était aussi bon joueur qu'excellent secrétaire. Tous deux se contentaient de proférer des phrases laconiques. 2 sans atout, je contre, 3 piques, tandis que Lady Coot et Wade causaient aimablement. Le jeune homme ne manquait jamais de dire à la fin de chaque coup « Partenaire, vous avez admirablement joué », ce qui paraissait fort encourageant à Lady Coot. Ils avaient d'ailleurs d'excellentes cartes. Le groupe de jeunes gens était supposé en train de danser au son de la TSF, dans le grand salon, mais en réalité, tous s'étaient rassemblés devant la porte de Gérald. « Disposons-les en rang sous le lit », répondit Jimmy à la question de Bill. « Et à quelle heure allons-nous les régler? Tous ensemble ou à intervalles réguliers? » Ce détail fut chaudement discuté. Les uns déclarèrent que, pour un dormeur tel que Wade, les 8 sonneries combinées étaient indispensables, les autres que mieux valait un long effet soutenu. Ce furent ceux-ci qui l'emportèrent, et les réveils furent réglés de manière à sonner l'un après l'autre, en commençant à 6h30. J'espère, fit Bill, que ce sera une bonne leçon pour lui. Ils disposèrent les 8 pendulettes sous le lit lorsque Jimmy s'écria « Chut! Quelqu'un monte l'escalier! » « Oh, ce n'est que Pongo! » Batman, qui était mort, en profitait pour aller chercher un mouchoir dans sa chambre. Il s'arrêta, comprit la situation et fit une réflexion d'ordre pratique. Il entendra les tic-tac lorsqu'il ira se coucher. Les conspirateurs s'entre-regardèrent. « J'ai toujours dit que Pongo était intelligent, » déclara Jimmy d'un ton admiratif. L'homme intelligent s'éloigna. « C'est vrai, » fit Ronnie Devereux, « ces 8 réveils vont faire beaucoup de bruit, et même quelqu'un d'aussi niais que Jerry s'en apercevrait. »« Je me demande s'il l'est autant qu'on le croit, » dit Jimmy Teasiger. « S'il est autant quoi? Aussi bête que nous le supposons. » Ronnie le regarda avec étonnement. « Voyons, nous le connaissons tous. »« Est-ce bien sûr? » interrogea Jimmy. « J'ai quelquefois pensé qu'il n'était pas possible à qui que ce soit d'être aussi borné que Jerry veut en avoir l'air. » Tous le regardèrent et le visage de Ronnie devint grave. « Jimmy, » déclara-t-il, « vous avez un cerveau, comme Pongo, » ajouta Bill. « Oh, je viens seulement de songer à ce que je vous ai dit, » fit Jimmy comme pour se défendre. « Voyons, ne cherchons pas tous à être spirituels, » s'écria Sox. « Qu'allons-nous décider? Voici Pongo qui revient. Demandons-lui ce qu'il faut faire, » proposa Jimmy. Bateman, consulté, répondit « Attendez qu'il soit couché et endormi, puis entrez sans bruit dans la chambre et déposez-les sur le plancher. » « Il a encore raison, » fit Jimmy. « Emportons-les chez nous, puis descendons pour ne pas éveiller les soupçons. » La partie de bridge n'était pas encore terminée, mais Sir Oswald jouait maintenant avec sa femme, à laquelle il indiquait consciencieusement toutes les erreurs qu'elle commettait. Lady Coot acceptait ses remontrances avec bonne humeur, mais sans y attacher le moindre intérêt, et elle répéta plusieurs fois « Je comprends, mon ami. Vous êtes fort aimable de me donner ces conseils, tout en continuant à faire exactement les mêmes fautes. De temps à autre,
Gérald disait à Pongo, bien joué, partenaire, très bien joué. Bill Eversleigh faisait des hypothèses avec Ronnie Devereux. S'il se couche vers minuit, au bout de combien de temps penses-tu que nous pourrons entrer? 1 heure? Il bâilla et ajouta, c'est bizarre. Habituellement, je ne m'endors guère avant 3 heures du matin, mais ce soir, parce que je sais que je vais être obligé de veiller, je donnerais n'importe quoi pour pouvoir aller me coucher. Tous déclarèrent qu'ils éprouvaient la même impression. Ma chère Maria, disait Sir Oswald avec une légère irritation, je vous répète sans cesse qu'il ne faut pas hésiter lorsque vous allez tenter une impasse, car vous renseignez vos adversaires. Lady Coote aurait pu répondre victorieusement que son mari étant mort, n'avait pas le droit de faire des réflexions sur son jeu. Mais elle ne dit rien, se pencha en avant et regarda les cartes que tenait Gerald Wade, assis à sa droite. Ses incertitudes ayant été apaisées par la vue de la reine, elle joua le valet, fit la levée et déclara « 4 tricks et la manche. J'ai eu de la chance. » Lady Coote rassemblait des billets et des pièces de monnaie. « Je sais que je ne joue pas bien, déclara-t-elle d'un ton morne qui cachait une satisfaction évidente, mais je suis heureuse aux cartes. »« Vous ne serez jamais une véritable bridgeuse, Maria, déclara Sir Oswald. »« Non, mon ami. Vous me le dites sans cesse, pourtant je fais beaucoup d'efforts. »« Incontestablement, murmura Wade, et elle ne s'en cache même pas. Elle poserait sa tête sur votre épaule si elle n'avait pas d'autre moyen de voir dans votre jeu. « Je sais bien que vous essayez de faire des progrès, déclara Sir Oswald, mais vous n'avez pas le sens du bridge. »« Oui, mon ami, mais vous me devez encore 10 shillings, Oswald. »« Vraiment ?» fit celui-ci. « Oui. 1700 points font 8 livres 10 shillings et vous ne m'avez donné que 8 livres. »« Oh, je vous demande pardon. » Lady Coote sourit tristement et prit le billet que lui tendait son mari. Elle l'aimait beaucoup, mais elle n'avait pas l'intention de lui faire cadeau de 10 shillings. Sir Oswald s'approcha d'une table et offrit du whisky et soda à ses hôtes. Il était 00:30 et on échangea des souhaits de bonne nuit. Ronnie Devereux, dont la porte était voisine de celle de Gerald Wade, fut chargé d'appeler les conspirateurs au moment voulu, et à 2 heures moins le quart, il alla frapper discrètement aux portes des chambres. Les jeunes gens vêtus de pyjamas et les jeunes filles enveloppées de robes de chambre s'assemblèrent en riant et en murmurant. « Il a éteint sa lumière il y a environ 20 minutes, déclara Ronnie. J'ai entrouvert sa porte et je crois qu'il dort. Chacun alla chercher son réveil matin, puis une nouvelle question se posa. Il s'agissait de savoir quelle serait la personne qui entrerait et les placerait dans la chambre. Les 3 jeunes filles furent écartées parce qu'on déclara qu'elles riraient certainement. Bill Eversleigh fut éliminé à cause de son poids qui lui donnait un pas lourd. Jimmy et Ronnie furent discutés, mais à la fin, la majorité se décida en faveur de Rupert Bateman. « Il a toujours marché comme un chat, » fit Jimmy. De plus, si Jerry se réveillait, Pongo trouverait une excellente explication à lui donner. « Quelque chose de spirituel, » déclara Sox. Justement. Pongo accomplit sa tâche avec adresse. Il ouvrit sans bruit la porte de la chambre et se glissa à l'intérieur en emportant 2 réveils matins, puis revint vers le seuil où on lui en remit 2 autres, et il répéta encore 2 fois cette manœuvre. Lorsqu'il reparut enfin, chacun retint sa respiration pour écouter. Celle de Gerald Wade se faisait entendre avec régularité, mais elle était presque noyée par le tic-tac des 8 pendulettes achetées dans le bazar Murgatroyd. Chapitre 3. La plaisanterie échoue. « Midi !» déclara Sox avec désespoir. En tant que plaisanterie, celle-ci paraissait avoir fait long feu. Cependant, les réveils matins avaient rempli leur office, car ils avaient sonné avec une vigueur qui fit sauter hors de son lit Ronnie Devereux, convaincu que le jour du jugement dernier était arrivé. Si l'effet produit était tel dans la chambre voisine, que devait-il avoir été de près? Ronnie alla appliquer son oreille contre la porte de Jerry, mais il n'entendit rien d'autre que le tic-tac monotone des pendulettes. Au même instant, la sonnerie suivante éclata avec un bruit aigu qui eût exaspéré un sourd. Sans aucun doute, Mr. Murgatroyd n'avait pas vanté exagérément sa marchandise, mais il était évident que le sommeil de Gerald Wade défiait toute interruption. « C'est invraisemblable, » grommela Jimmy. « Cela me paraît extraordinaire, » déclara Bateman de son air sérieux. « Il devrait consulter un médecin. »« Je crois, » fit la jeune Sox, « qu'il se moque de nous.
Il s'est certainement éveillé, mais il va descendre en prétendant n'avoir rien entendu. » Tous la regardèrent. « C'est possible, » déclara Bill. « Il est tout simplement très spirituel, dit Sox. Il paraîtra encore plus tard que d'habitude, simplement pour nous ennuyer. » Comme il était maintenant plus de midi, cette opinion fut partagée par tous. Seul Ronnie Devereux la discuta. « Vous oubliez, dit-il, que je me trouvais derrière sa porte lorsque le 3e réveil matin a sonné. Quoi que Jerry ait pu se décider à faire par la suite, il devait tout de même être étonné à ce moment-là et il aurait manifesté sa surprise. « Où l'avais-tu mis, Pongo? »« Sur sa table de chevet. »« C'était une excellente idée, » reprit Ronnie, qui ajouta en s'adressant à Bill. « Si une forte sonnerie retentissait à quelques centimètres de ton oreille à 6h30 du matin, que dirais-tu? »« Mon Dieu, » répondit Eversley, « je dirais... » Et il s'arrêta court. « Évidemment, » répliqua Ronnie, « moi aussi, et tout le monde en ferait autant. » L'homme primitif reparaîtrait. Or, il ne s'est pas manifesté. « Et il est 12h20, » fit observer une des jeunes filles. « C'est vraiment excessif, » dit lentement Jimmy. « Une plaisanterie est une plaisanterie, mais celle-ci est poussée un peu loin. » À cause des coups, Bill le regarda. « Que voulez-vous dire? »« Eh bien, » déclara Thesiger, « il me semble que cette manière d'agir n'est pas conforme au caractère de Jerry. Il ne savait comment exprimer ce qu'il pensait car il ne voulait pas trop parler, et cependant, Ronnie devenait attentif. Ce fut à ce moment que Treadwell entra et regarda autour de lui avec hésitation. « Je croyais que Mr. Bateman était là, » dit-il enfin. « Il vient de sortir sur la terrasse, » répondit Ronnie. « Ne puis-je le remplacer? » Les yeux du maître d'hôtel allèrent de lui à Jimmy, et les 2 jeunes gens le suivirent hors de la salle à manger, dont Treadwell ferma la porte derrière lui avec soin. « Qu'y a-t-il? » interrogea Ronnie. « Mr. Wade ne descendant pas, monsieur. J'ai pris la liberté d'envoyer James dans sa chambre, et il est revenu très ému. » Treadwell s'arrêta, puis reprit. « Je crains, monsieur, que le pauvre jeune homme ne soit mort dans son sommeil. » Jimmy et Ronnie le regardèrent, et ce dernier s'écria. « Voyons, c'est impossible. »« Jerry !» Ses lèvres tremblèrent, et il reprit. « Je vais, allez voir. James a pu se tromper. » Mais Treadwell étendit la main et Jimmy se rendit compte avec un étrange sentiment de froideur que cet homme était maître de la situation. « Non, monsieur, reprit-il, James ne s'est pas trompé. J'ai déjà envoyé chercher le docteur Cartwright, et en attendant, je me suis permis de fermer la porte à clé avant de prévenir Sir Oswald de ce qui s'est passé. Il faut que j'aille parler à Mr. Bateman. » Treadwell s'éloigna, et Ronnie demeura comme pétrifié. « Jerry, » murmura-t-il. Jimmy le prit par le bras et l'entraîna vers une partie déserte de la terrasse où il le fit asseoir. « Remettez-vous, mon vieux, » lui dit-il doucement, mais il le regarda avec quelque curiosité, car il ne se doutait pas que Ronnie fût si lié avec Gerald Wade. « Pauvre Jerry, » dit-il d'un ton pensif. « Il paraissait pourtant se porter fort bien. » Ronnie fit un signe affirmatif. « Toute notre plaisanterie des réveils matins paraît macabre maintenant, » continua Jimmy. « C'est étrange comme la comédie et le drame se mêlent souvent. » Il parlait un peu au hasard pour donner à Ronnie le temps de se ressaisir. Celui-ci murmura « Je voudrais bien voir arriver le docteur, car il me tarde de savoir. »« Quoi donc? De quoi il est mort ?» Jimmy fit une moue. « D'une maladie de cœur, je suppose. » Mais Devereux eut un rire moqueur. « Voyons, Ronnie. » « Eh bien ?» Jimmy eut peine à poursuivre. « Vous ne croyez pas, vous ne supposez pas qu'il a été assassiné ?» Ronnie ne répondit pas et continua à regarder droit devant lui. Thesiger hocha la tête et attendit. Ce fut l'arrivée de Treadwell qui interrompit leur silence. Le docteur désire voir ces messieurs dans la bibliothèque. Ronnie se précipita vers la maison, suivi de Jimmy. Le docteur Cartwright était un homme jeune, au visage intelligent et énergique. Bateman, qui avait l'air plus sérieux que jamais, fit les présentations. « On me dit que vous étiez lié avec Mr. Wade, » commença le médecin en s'adressant à Ronnie. « J'étais son meilleur ami. »« Ah ! Cette mort, quoique fort triste, paraît assez simple. Ce jeune homme paraissait avoir une bonne constitution. Savez-vous s'il avait l'habitude de prendre des narcotiques ?» Ronnie le regarda avec stupeur. « Mais il avait un sommeil de plomb. »« Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre d'insomnie ? » Jamais. Pourtant, la cause du décès est évidente, et je crains que nous ne soyons obligés de demander une enquête. Quelle est donc cette cause? Une dose trop forte de chloral. Il y en avait un flacon avec un verre à côté de son lit.
Ce fut Jimmy qui posa la question qu'il sentait monter aux lèvres de son ami, mais que celui-ci ne parvenait pas à formuler. Il ne peut pas être question de meurtre, je suppose. Le docteur se tourna vivement vers lui. Pourquoi demandez-vous cela? Avez-vous des raisons de le penser? Jimmy regarda Devereux. Si celui-ci savait quelque chose, c'était le moment de parler, mais, à sa grande surprise, Ronnie secoua la tête. Aucune raison, déclara-t-il nettement. Et ne croyez-vous pas qu'il puisse s'agir d'un suicide? Certainement non. Ronnie parlait d'un ton décisif, mais le docteur ne paraissait pas aussi convaincu que lui. Vous ne lui connaissez pas de préoccupation? Pas d'ennui d'argent? Pas d'affaires de cœur? Devereux secoua encore la tête. Il faut prévenir sa famille, reprit Cartwright. Jerry avait une sœur, ou plus exactement une demi-sœur qui habite Dean Prairie, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Lorsque Wade n'était pas à Londres, il demeurait avec elle. Ah, dit le docteur, il va falloir l'avertir. J'irai, déclara Ronnie. C'est une mission pénible, mais quelqu'un sera bien obligé de la remplir. Il regarda Jimmy et ajouta. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Un peu, j'ai dansé une ou deux fois avec elle. Alors, si vous le voulez bien, nous irons avec votre voiture. Je n'ai pas le courage de me rendre seul auprès d'elle. J'allais vous le proposer et je vais préparer une voiture. Thesiger sortit, assez soulagé d'avoir quelque chose à faire, car l'attitude de Ronnie le surprenait. Que savait-il ou que soupçonnait-il? Et, s'il avait des doutes, pourquoi ne les communiquait-il pas au médecin? Peu après, les deux jeunes gens s'éloignaient à toute vitesse sur la route et Ronnie disait « Jimmy, je crois que vous êtes le meilleur ami qui me reste. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose que vous devriez savoir. Au sujet de Gary Wade. Oui, Jim attendit, mais je ne suis pas sûr d'en avoir le droit. Pourquoi? Je suis lié par une sorte de promesse. Oh! Alors, peut-être vaut-il mieux que vous ne disiez rien. Il y eut un nouveau silence. Pourtant j'aimerais, Jimmy, vous êtes plus intelligent que moi. Je n'y ai pas grand mérite, répliqua Thesiger brutalement. Non, je ne puis, dit Ronnie soudain. Fort bien. Après un instant de réflexion, Devereux reprit. Comment est-elle? Qui cela? La sœur de Gary. Jimmy ne répondit pas immédiatement, et lorsqu'il reprit la parole, il dit d'un ton qui s'était quelque peu modifié. Elle est très bien, tout à fait bien. Je sais que Jerry lui était fort attaché, il en parlait souvent. Elle aimait beaucoup son frère. Cela, ça va lui porter un coup terrible. Oui, nous avons là une mission bien pénible à remplir. Ah, ils demeurèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à Dean Prairie. Une femme de chambre leur dit que Miss Lorraine était dans le jardin, mais que s'ils voulaient voir d'abord Mrs. Coker, Jimmy déclara vivement qu'il ne désirait pas voir Mrs. Coker. « Qui est-ce » interrogea Ronnie. « La vieille dame qui sert de chaperon à Lorraine. » Ils longèrent une allée au bout de laquelle ils aperçurent une jeune fille avec deux épagnols noirs. Elle était petite, très blonde, vêtue d'un vieux costume. Ce n'était pas du tout le type de femme que Ronnie s'attendait à trouver. Elle vint à la rencontre des deux amis après avoir saisi un des chiens au collier. « Comment vous portez-vous » dit-elle. « Ne faites pas attention à Babette, elle a des petits et elle est très méfiante. » L'attitude de Lorraine Wade était d'une extrême simplicité et, tandis qu'elle levait la tête en souriant, ses joues devinrent roses. Elle avait des yeux d'un bleu très foncé qui s'agrandirent soudain comme si elle devinait un malheur. Jimmy se hâta de dire « Voici Ronnie Devereux, Miss Wade. Vous avez dû entendre parler souvent de lui. »« Oh, oui !» répondit la jeune fille en adressant un beau sourire amical à Ronnie. « Vous faites tous deux un séjour à Chimneys, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas amené Jerry? » « Nous n'avons pas pu, » commença Devereux qui s'arrêta. Jimmy revit un regard passer dans les yeux de Lorraine et dit « Miss Wade, je crains, nous vous apportons de mauvaises nouvelles. »« Jerry? » ?»« Oui, il est... » Elle frappa du pied avec une violence soudaine. « Oh, parlez! Parlez !» Puis elle ajouta en se tournant vers Ronnie. « Dites-moi la vérité. » Jimmy éprouva un sentiment de jalousie, et en cet instant, il comprit ce qu'il n'avait pas voulu jusqu'alors s'avouer à lui-même. Il se rendit compte de la raison pour laquelle Hélène, Nancy, Sox ne présentaient aucun intérêt à ses yeux. Et ce fut à peine s'il entendit Ronnie répondre de sa voix grave. « Oui, Miss Wade, je vais tout vous dire. Jerry est mort. La jeune fille était brave. Elle sursauta, fit un pas en arrière, mais, au bout d'une minute, elle commença à poser avidement des questions. « Comment? Quand ?» Ronnie la renseigna avec douceur et elle s'écria
Jerry, prendre un narcotique? C'est impossible. Jimmy lui jeta un regard qui était presque un avertissement, car il eut l'impression que Lorraine, dans sa candeur, allait trop parler. À son tour, il lui expliqua, du mieux qu'il put, la nécessité de faire ouvrir une enquête. Elle frissonna et refusa l'offre des deux jeunes gens de la ramener à Chimneys, en déclarant qu'elle s'y rendrait un peu plus tard. Elle avait une petite voiture automobile à 2 places. Mais j'ai besoin d'être un peu seule d'abord, expliqua-t-elle d'un ton pitoyable. Je comprends fort bien, dit Ronnie. Oui, ajouta Jimmy, puis tous deux la regardèrent sans trop savoir ce qu'ils pourraient faire. Je vous remercie d'être venu, dit Lorraine. Ils repartirent en silence, une sorte de contrainte pesait sur eux. Voilà une femme courageuse, déclara Ronnie, et Jimmy acquiesça. Jerry était mon ami, reprit Devereux. J'aurais le devoir de veiller sur elle. Oh, évidemment. Puis ils se turent définitivement. En arrivant à Chimneys, Jimmy rencontra Lady Coote qui était en larmes et ne cessait de répéter « Le pauvre garçon! Le pauvre garçon !» Et elle lui raconta avec force détail la mort de plusieurs personnes qui étaient de ses amis. Jimmy l'écouta avec une sympathie apparente et la quitta dès qu'il le put, sans manquer à la courtoisie. Il monta l'escalier en courant et rencontra Ronnie qui sortait de la chambre de Gerald Wade et qui parut un peu déconcerté en l'apercevant. « Je viens de le voir, lui dit-il. Est-ce que vous y allez aussi? » « Je ne crois pas, répondit Thesiger, qui était jeune, plein de santé et que la pensée de la mort impressionnait désagréablement. J'estime que tous ceux qui l'ont connu devraient y aller. Vraiment? Répondit Jimmy, qui estima, à part lui, que Ronnie Devereux se montrait fort étrange en cette circonstance. Oui, c'est un signe de respect. Jimmy soupira, mais céda. Très bien, dit-il, et serrant les dents, il entra dans la chambre. On avait placé des fleurs blanches sur le couvre-pied et la pièce avait été mise en ordre. Thesiger jeta un regard rapide sur le visage blême et immobile. Était-il possible que ce fût là Jerry Wade à la figure poupine? Il frissonna et se détourna pour quitter la chambre, mais son regard tomba sur la cheminée et il sursauta. Les réveils matins y avaient été rangés avec soin. Jimmy sortit et trouva Ronnie au dehors. « Il repose en paix, marmotta-t-il, mais il n'a pas eu de chance. » Puis il ajouta « Qui a aligné ces réveils matins? Je l'ignore. Un des domestiques sans doute. Mais il en manque un. Il n'y en a plus que 7. L'avez-vous remarqué? 7 au lieu de 8, fit Jimmy, les sourcils froncés. Pourquoi? Chapitre 4. Une lettre. Je déclare que c'est là un manque de considération, dit Lord Caterham. Il parlait d'une voix douce et plaintive et paraissait enchanté du mot qu'il avait trouvé. Oui, un manque complet de considération. D'ailleurs, j'ai souvent constaté que ces hommes qui se sont faits eux-mêmes ont ce défaut. C'est peut-être pour cela qu'ils amassent des fortunes aussi considérables. Tout en parlant, il regardait tristement son domaine ancestral dont il avait repris possession ce même jour. Sa fille, Lady Eileen Brent, que ses amis désignaient sous le nom de Bundle, se mit à rire. « Tu n'amasseras certainement jamais une grosse fortune, dit-elle, encore que tu n'aies pas obtenu un si mauvais résultat en persuadant le vieux Coote de louer cette demeure. » « Comment est-il? » « Présentable. C'est un de ces gros hommes, répondit Lord Caterham, qui ont une figure rouge, carrée, et des cheveux d'un gris de fer. Il est puissant. Il a ce que l'on appelle une forte personnalité. Je préfère de beaucoup les gens inutiles et aimables. Mais un homme inutile et aimable n'aurait pas pu te payer le prix que tu demandais de ce vieux mausolée, déclara Bundle. Lord Caterham silla. N'emploie pas ce mot, Bundle. Nous commencions à penser un peu moins à cette pénible affaire. Je ne comprends pas pourquoi tu y es si sensible. Il faut bien que les gens meurent quelque part. Il n'y a aucune raison pour que ce soit chez moi, déclara Lord Caterham. Pourquoi? N'est-ce pas là ce qui s'est produit pour quantité de vieux ancêtres? C'est tout différent. Naturellement, les Brent doivent mourir ici, mais il me déplaît surtout qu'il y ait une enquête. Cela devient une habitude. Voici la seconde. Tu te rappelles tous les désagréments que nous avons eus il y a 4 ans? D'ailleurs, c'était la faute de George Lomax. Et maintenant, c'est Coote que tu en rends responsable? Je suis certaine qu'il a dû être aussi ennuyé que toi. C'est un manque de considération, reprit Lord Caterham avec obstination. On ne devrait pas inviter des gens que l'on croit capables de faire une chose pareille. Tu diras ce que tu voudras, Bundle. Je n'aime pas les enquêtes et je ne les aimerai jamais.
Mais ce n'est pas le même cas que la dernière fois, dit la jeune fille d'un ton réconfortant. Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'un assassinat. On aurait pu le croire à en juger par toute l'importance que ce stupide inspecteur a donnée à l'affaire. Il ne s'est jamais remis de celle d'il y a 4 ans, et il s'imagine que chacune des morts qui se produit ici doit être causée par un meurtre doublé d'un complot politique. Ah, tu n'as pas idée des complications qu'il a fait surgir. Ah, Treadwell m'a tout raconté. Il a cherché partout des empreintes digitales et, bien entendu, n'a trouvé que celle du mort. Il n'y a rien d'obscur dans cette affaire, bien qu'on ne sache pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. J'ai rencontré Gerald Wade une fois, dit Bundle. C'était un ami de Bill. Il t'aurait plu, papa, car je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi insignifiant. Aucune personne qui viendrait ainsi mourir dans ma maison ne me plairait, déclara Lord Caterham d'un ton entêté. Je ne puis imaginer que quelqu'un ait eu l'idée de l'assassiner, continua Bundle. C'est absurde. Évidemment, et tout le monde a cette opinion. Il faut un âne comme l'inspecteur Haglan pour supposer le contraire. Je pense qu'il a voulu se donner l'air d'un savant en relevant des empreintes. D'ailleurs, on a conclu à une mort accidentelle, n'est-ce pas? Lord Caterham fit un signe d'assentiment. Oui, on a bien été obligé de respecter les sentiments de sa jeune sœur. Wade avait donc une sœur? Je l'ignorais. Une demi-sœur, je crois. Il s'interrompit car Bundle venait de se précipiter sur la terrasse en appelant d'une voix autoritaire. MacDonald. Le roi des jardiniers approcha et esquissa un sourire de bienvenue qui se dissimula cependant sous son air naturellement lugubre. Votre seigneurie? Dit-il. Comment vous portez-vous? Demanda Bundle. Ma santé n'est pas merveilleuse. Je voulais vous parler du terrain de boule. Il est envahi par l'herbe. Faites-le nettoyer, s'il vous plaît. MacDonald hocha dubitativement la tête. Il faudra retirer William de la partie basse, milady. Tant pis pour la partie basse. Qu'il commence tout de suite. Ah, il y a encore autre chose. Oui, milady. Envoyez-nous quelques grappes de raisin. Je sais que le moment ne doit pas être propice pour les couper, car il ne l'est jamais, mais j'en voudrais tout de même. Puis Bundle rentra dans la bibliothèque en disant « Je voulais parler à MacDonald, papa. Disais-tu quelque chose? Oui, mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi voulais-tu voir MacDonald? Pour essayer de l'empêcher de se comparer à Dieu le Père. Mais c'est une tâche impossible. Je suppose que les Coote ont eu une mauvaise influence sur lui. Quel genre de femme est Lady Coote? Lord Caterham réfléchit une minute. Je crois qu'elle a peur de tout et qu'elle a été très effrayée par l'histoire des réveils matins. Quel réveil matin? Treadwell vient de me la raconter. Les jeunes gens qui étaient dans séjour ici avaient voulu faire une plaisanterie au jeune Wade en achetant plusieurs réveils et en les cachant dans sa chambre. Mais le pauvre garçon est mort, ce qui a rendu l'idée assez macabre. Bundle fit un signe d'assentiment. Treadwell m'a encore raconté quelque chose d'assez étrange au sujet de ces réveils. Quelqu'un paraît les avoir rangés sur la cheminée après la mort du malheureux garçon. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Interrogea Bundle. Je ne comprends pas très bien moi-même, mais il en est résulté un incident, car personne n'a voulu avouer avoir mis en ordre ses pendulettes. Tous les domestiques ont été interrogés et ont juré qu'ils n'y avaient pas touché. Cela a donc créé une sorte de mystère. Le coroner a posé des questions à ce sujet au cours de l'enquête, mais la lumière ne s'est pas faite. D'ailleurs, il est très difficile de comprendre à distance des choses comme celle-là, et je n'ai pas saisi la moitié de ce que Treadwell m'a dit. À propos, Bundle, ce garçon est mort dans ta chambre. La jeune fille fit une grimace et demanda avec indignation. Pourquoi choisir ma chambre? C'est bien ce que j'ai dit, répliqua Lord Caterham d'un ton triomphant. C'est un manque complet de considération. Cependant, cela ne m'impressionne pas, déclara vaillamment Bundle. Pourquoi serais-je impressionné? Eh bien, pour moi, pareille chose serait désagréable. J'aurais des cauchemars où je verrais des mains spectrales ou des chaînes grinçantes. Pourtant, déclara Bundle, la grand-tante Louisa est morte dans ton lit. Je m'étonne que tu ne vois pas son fantôme tourner autour de toi. Je le vois quelquefois, dit Lord Caterham en frissonnant, surtout quand j'ai mangé du homard. Heureusement que je ne suis pas superstitieuse, répliqua Bundle. Pourtant, ce soir-là, lorsqu'elle fut assise devant son feu, les pensées de Lady Aileen revinrent vers le gai jeune homme qu'était,
Gary Wade. Il était impossible de supposer qu'un être si heureux de vivre ait pu, de propos délibérés, se donner la mort. Il devait avoir réellement pris un narcotique et accidentellement forcé la dose. C'était possible car Bundle ne croyait pas que Wade eût été d'une intelligence supérieure. Son regard se tourna vers la cheminée et elle commença à songer au réveil matin. La femme de chambre lui avait rapporté un détail, sans doute omis par Treadwell, qui avait piqué la curiosité de la jeune fille. 7 pendulettes avaient été alignées sur la cheminée après la mort de Jerry et une 8e fut retrouvée sur la pelouse sous la fenêtre par laquelle on la jeta sans doute. Mais pourquoi? Ce fait parut étrange à Eileen. Il se pouvait qu'un domestique eût rangé les réveils, puis que, effrayé par les questions posées à ce sujet, il l'eût nié. Mais aucun d'entre eux n'aurait jeté un objet de ce genre dans le jardin. Jerry Wade, pris de colère lors de la première sonnerie, avait-il eu un geste de dépit? Mais non, Bundle se rappelait avoir entendu dire qu'il avait dû mourir avant l'aube et rester d'abord un certain temps dans le coma. Vraiment, cette histoire de pendulette était bizarre et Bundle pensa qu'elle aimerait en parler à Bill Eversley, qui avait été l'un des invités. La jeune fille, ayant l'habitude d'agir très rapidement, se leva, s'approcha de son bureau, qui était en marqueterie et à cylindre. En voulant l'ouvrir, elle sentit une résistance et elle se rappela que cela lui était déjà arrivé une fois parce qu'une enveloppe obstruait le mécanisme. Elle prit donc un mince couteau à papier et l'introduisit dans la fente. Une feuille apparut. Bundle la saisit et constata que c'était un début de lettre. La date frappa aussitôt son attention. 21 septembre. 21 septembre, dit-elle lentement, mais c'était. Elle s'interrompit pour réfléchir. C'était bien le 22 que Wade fut trouvé mort. Donc cette lettre avait dû être écrite le soir même du drame. Bundle la lissa de la main et lut. « Ma chère Lorraine, je reviendrai mercredi. Je me porte à merveille et serai bien content de te revoir. Oublie ce que je t'ai dit au sujet des 7 cadrans. Je croyais qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais c'est infiniment plus grave. Je regrette de t'en avoir parlé, car ce n'est pas le genre d'affaire auquel une enfant comme toi doit être mêlée. Donc oublie cela. Je voulais te dire encore autre chose, mais j'ai tellement sommeil que je ne puis tenir les yeux ouverts. Oh, c'est à propos de leur chair. Je crois. La lettre s'arrêtait là. Bundle demeura immobile. Les sourcils froncés. Les 7 cadrans! N'y avait-il pas un bas quartier de Londres qui portait ce nom? D'ailleurs, ces 2 mots éveillaient en elle un autre souvenir, mais, pour le moment, elle ne pouvait se rappeler de quoi il s'agissait. Son attention se fixa sur 2 phrases. « Je me porte à ravir et j'ai tellement sommeil que je ne puis tenir les yeux ouverts. » Elle ne paraissait pas concorder, car c'était ce soir-là que Gary Wade avait absorbé une dose de chloral si forte qu'il ne s'était pas réveillé. Or, si ce qu'il avait écrit est exact, pourquoi l'avait-il prise? Bundle secoua la tête, regarda autour d'elle et frissonna légèrement. Gerald Wade était mort dans cette chambre. Elle demeura immobile. Seul le tic-tac de sa petite pendule dorée rompait le silence. Puis, tout à coup, son regard se porta vers la cheminée. Les 7 réveils lui apparurent, leur tic-tac emplit violemment la pièce et elle vit le mort couché sur son lit. Chapitre 5. L'homme de la route. « Papa, dit Bundle en ouvrant la porte du cabinet de Lord Caterham et en y passant la tête, je vais en ville avec l'hispano, car je ne peux plus supporter la monotonie de l'existence ici. Mais nous ne sommes rentrés qu'hier, fit son père d'une voix gémissante. Je sais bien, il me semble pourtant qu'il y a 100 ans. J'avais oublié combien la campagne peut être ennuyeuse. Je ne suis pas de ton avis. Nulle part on ne trouve aussi bien la paix et le confortable. Je ne puis te dire à quel point je suis content d'avoir Treadwell auprès de moi, car cet homme prévient mes désirs d'une manière remarquable. Cela ne me suffit pas, déclara Bundle. J'aime les émotions. Lord Caterham sursauta. N'en avons-nous pas eu suffisamment il y a 4 ans? Demanda-t-il d'un ton lamentable. Je veux bien en éprouver d'autres, répliqua Eileen. Hélas, je ne pense pas en trouver en ville, mais cela vaudra toujours mieux que de continuer à bâiller ici. L'expérience m'a appris, répondit son père, que lorsqu'on recherche les ennuis, on les rencontre généralement. Cependant, ajouta-t-il, j'irai bien jusqu'à Londres moi aussi. Alors, viens avec moi, mais dépêche-toi car je suis pressé. Lord Caterham, qui avait commencé à se lever, interrompit son mouvement.
Tu es pressé demanda-t-il. Très, répliqua Bundle. Ah, alors cela me décide à ne pas bouger. Être conduit par toi dans l'Hispano quand tu es pressé est une trop rude épreuve pour un homme de mon âge. Comme tu voudras, dit sa fille en s'éloignant. À peine était-elle sortie que Treadwell parut. Le vicaire désire beaucoup parler à votre seigneurie au sujet d'une controverse qui s'est levée à propos des statuts de la brigade des garçons. Lord Caterham poussa un gémissement. J'ai cru comprendre, reprit le maître d'hôtel, que votre seigneurie avait l'intention de se rendre au village pour causer avec le vicaire. Le lui avez-vous dit demanda vivement son maître. Oui, votre seigneurie, et le vicaire est parti en courant. J'espère ne pas m'être trompé. Votre seigneurie? Certes non. Treadwell, vous faites tout très bien. Le maître d'hôtel sourit et se retira. Pendant ce temps, Bundle faisait résonner son klaxon devant la grille du parc. Une fillette sortit de la loge et sa mère lui cria « Dépêche-toi, Katie, c'est Lady Eileen qui est très pressée comme les autres fois. » Il était en effet habituel à Bundle de toujours vouloir se hâter, surtout lorsqu'elle conduisait l'automobile. Elle était adroite, avait du sang-froid et possédait de réels talents de chauffeur. S'il en avait été autrement, son allure folle eût déjà causé bien des malheurs. C'était une belle journée d'octobre. Ciel bleu, soleil étincelant. L'air vif fouettait les joues de la jeune fille. Elle se sentait revivre. Elle avait envoyé le matin à Lorraine Wade, avec quelques mots de condoléances, la lettre inachevée de Gary. L'étrange et pénible obsession que cette lettre faisait peser sur elle s'atténuait un peu à la clarté du ciel et à la vitesse de l'Hispano sur la route déserte. Cependant, elle voulait une explication. Elle verrait Bill Eversleish pour obtenir des précisions sur la réunion de Chimneys, si tragiquement terminée. Soudain, un homme surgit de la haie qui bordait cette route et se dressa juste devant la voiture. Il était impossible d'arrêter celle-ci à temps. Bundle tourna de toutes ses forces, le volant à droite, et faillit jeter l'automobile dans le fossé. Mais elle la redressa avec la conviction de n'avoir pas touché l'homme. Puis elle se retourna et éprouva un choc terrible car l'inconnu était étendu, la face contre terre et demeurait immobile. La jeune fille sauta hors de la voiture et courut vers lui. Elle n'avait jusqu'alors écrasé qu'une vieille poule, et la pensée qu'elle n'était pas responsable de cet accident ne lui apportait aucun soulagement. L'homme paraissait ivre, mais elle l'avait tué, et son cœur battait à grands coups sourds qui résonnaient à ses oreilles. Elle s'agenouilla auprès du corps et le retourna avec précaution. L'inconnu ne poussa même pas un gémissement. La jeune fille vit qu'il était jeune, avait une figure agréable et qu'il était bien habillé. Elle ne discernait aucune blessure apparente, mais cependant, elle se rendait compte qu'il était mort ou qu'il allait mourir. Ses paupières battirent et ses yeux s'ouvrirent à demi, des yeux bruns qui avaient une expression douloureuse. Le jeune homme essayait de parler, et Bundle se pencha sur lui. Elle sentait qu'il avait quelque chose d'urgent à dire et qu'elle ne pouvait l'aider. Il murmura enfin d'une voix sifflante « 7 cadrans, dites !» Oui, fit Bundle. Évidemment, c'était un nom que le malheureux cherchait à prononcer. Oui, qui dois-je prévenir? Dites. Jimmy Thesiger, balbutia-t-il enfin, puis soudain sa tête tomba en arrière et son corps s'affaissa complètement. Eileen recula, elle tremblait de la tête aux pieds, car elle n'aurait jamais cru qu'une chose aussi terrible pût lui arriver. Cet homme était mort, et c'était elle qui l'avait tué. Elle essaya de se ressaisir. Que devait-elle faire? Elle pensa tout de suite à un médecin. Il était peut-être possible que l'inconnu fût simplement évanoui. La raison de Bundle lui affirmait le contraire, mais elle essaya d'agir comme si cela était. D'une façon ou de l'autre, il fallait qu'elle mît le jeune homme dans sa voiture et qu'elle l'emmenât chez le médecin le plus proche. Seule sur la route, donc personne qui puisse l'aider. Bundle était mince, mais vigoureuse et elle avait des muscles d'acier. Elle rapprocha l'Hispano aussi près que possible du corps, puis, rassemblant toutes ses forces, elle l'y attira et l'y poussa. C'était là une tâche macabre, mais elle la mena à bien. Elle se remit ensuite au volant et partit. À 2 kilomètres plus loin, elle pénétra dans une petite ville où on lui indiqua la maison du médecin. Le docteur Cassel, homme sympathique, d'âge moyen, fut tout étonné de voir entrer dans son cabinet une jeune fille qui paraissait sur le point de perdre connaissance et qui lui dit brusquement « Je crois que j'ai tué un homme.
Ma voiture l'a touché. Je voulais transporter. Je conduisais trop vite. Je vais toujours trop vite. Le docteur jeta un coup d'œil sur Bundle, puis, s'approchant d'une étagère, il prit un verre, y versa un cordial et dit, en revenant vers Lady Eileen, « Buvez ceci et vous vous sentirez mieux. » Elle obéit et un peu de sang remonta à ses joues pâles. Le docteur fit un signe approbateur. « Bien, maintenant attendez-moi ici. Je vais m'assurer que je ne puis plus rien faire pour ce malheureux. Ensuite, je reviendrai et nous causerons. » Il sortit et Bundle, qui regardait machinalement la pendule, constata qu'il demeurait absent 20 minutes. La porte se rouvrit enfin et le médecin reparut. La jeune fille remarqua aussitôt que son attitude était différente. Il paraissait à la fois plus grave, moins calme, et elle ne comprit pas pourquoi il semblait contenir une certaine agitation. « Voyons, mademoiselle, dit-il, expliquez-moi ce qu'il s'est passé. Vous croyez avoir écrasé cet homme ?» Bundle lui raconta de son mieux ce qui était arrivé, et le docteur l'écouta attentivement. « Donc la voiture ne lui est pas passée sur le corps ?» interrogea-t-il enfin. « Je croyais même l'avoir évité. » Vous dites qu'il titubait ? Oui, j'ai pensé qu'il était ivre. Il sortait de la haie ? Il y avait une barrière à cet endroit, il a dû passer par là. Le docteur fit un signe d'assentiment, se renversa sur sa chaise, retira son lorgnon et déclara « Je ne doute pas que vous soyez très imprudente et que vous n'écrasiez quelqu'un un de ces jours, mais, cette fois, vous n'êtes pas coupable. Comment ?» L'automobile n'a même pas effleuré cet homme. Il a été tué d'un coup de feu. Chapitre 6. Encore les septcadrans. Bundle le regarda avec stupeur, mais tout ce qui depuis 3/4 d'heure lui paraissait irréel redevint normal. Pendant 1 ou 2 minutes, elle demeura silencieuse. Lorsqu'elle reprit la parole, la femme affolée avait fait place à la véritable Eileen, calme, pratique et raisonnable. Comment cela a-t-il pu se produire ? Je n'en sais rien, déclara sèchement le docteur. Mais le fait est indéniable, il a une balle dans le corps. Seulement, l'hémorragie a été interne. C'est pourquoi vous n'avez rien remarqué. Bund acquiesça d'un signe. La question est de savoir, continua Cassely, qui l'a tué. Vous n'avez vu personne ? Non. C'est étrange, car s'il s'agissait d'un accident, celui qui l'aurait causé serait venu au secours de la victime, à moins qu'il n'en ait pas eu conscience. Il n'y avait personne sur la route, fit Bundle. À mon avis, reprit le médecin, le pauvre garçon devait courir, et la balle l'a atteint juste au moment où il traversait la verrière. C'est pourquoi il a gagné la route en chancelant. Vous n'avez entendu aucune détonation ? Cela ne prouve rien à cause du bruit de mon moteur. En effet, n'a-t-il rien dit avant de mourir ? Il a murmuré quelques mots, il voulait faire prévenir un de ses amis, et il a parlé de septcadrans. Dit le docteur Cassely. Ce n'est pourtant pas un quartier fréquenté par des gens de sa classe. Son assaillant en venait peut-être. D'ailleurs, nous n'avons pas à nous préoccuper de cela maintenant, car nous allons remettre l'affaire entre les mains de la police, à laquelle vous serez obligé de dire votre nom et votre adresse. Voulez-vous venir jusqu'au poste avec moi ? Ils s'y rendirent dans l'Hispano et trouvèrent un inspecteur qui parut fort impressionné lorsque la jeune fille se fit connaître. « C'étaient des gamins !» s'écria-t-il, « de stupides gamins qui tirent sans cesse sur des moineaux sans penser qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière une haie. » Le docteur n'estimait pas cette hypothèse vraisemblable. Mais, comme il se rendait compte que l'affaire ne tarderait pas à être remise en des mains plus habiles, il jugea inutile de faire des objections. « Savez-vous le nom du mort ?» demanda l'inspecteur en mouillant son crayon. Il avait un porte-carte sur lui et paraît s'être appelé Ronald Devereux. Bundle fronça les sourcils. Ce nom de Ronald Devereux évoquait un souvenir dans son esprit. Il lui sembla l'avoir déjà entendu, mais ce ne fut que lorsqu'elle eut repris le chemin de Chimneys avec sa voiture que la mémoire lui revint. Ronnie Devereux était un ami de Bill au Foreign Office, de Bill et aussi de Gerald Wade. Lorsqu'elle se rendit compte de cela, Bundle fit une embardée qui faillit la jeter dans le fossé. D'abord, Gerald Wade, ensuite Ronnie Devereux. La mort de Gerald pouvait avoir été le résultat d'une maladresse, mais celle de Ronnie avait certainement un caractère plus tragique. Soudain, la jeune fille se rappela encore autre chose. Les 7 cadrans. Lorsque le mourant avait prononcé ces mots, ils lui avaient semblé vaguement familiers, et maintenant, elle se rappelait pourquoi.
Gerald Wade avait fait allusion aux 7 cadrans dans la dernière lettre qu'il avait écrite à sa sœur, quelques heures avant de mourir. Il y avait là une coïncidence dont la signification échappait à Lady Eileen. Tout en réfléchissant à ces choses, elle avait tellement ralenti son allure que personne ne l'aurait reconnue. Elle rentra sa voiture au garage et se mit à la recherche de son père. Lord Caterham, qui était plongé dans la lecture d'un catalogue de livres rares, fut stupéfait en voyant reparaître sa fille. « Comment » s'écria-t-il. « Il est impossible que même toi, tu aies pu aller à Londres et en revenir dans un temps si court. »« Je n'y suis pas allé, » répondit Bundle. « J'ai écrasé un homme. »« Comment ? Je ne l'ai pas écrasé vivant, on a tiré sur lui. »« Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si c'est possible, mais cela est. » « Alors pourquoi as-tu tiré sur lui ? Ce n'est pas moi. »« Tu ne devrais pas tirer sur les gens, » continua Lord Caterham. « Je ne dis pas que certains ne le méritent pas. Cependant, cela peut créer des ennuis. Mais je te dis que je n'ai pas tiré. Alors qui a tiré ? Nul ne le sait. »« Voyons, » dit Lord Caterham, « un homme ne peut pas être écrasé ou tué sans que personne en ait été cause. »« Il n'a pas été écrasé, » dit Bundle. « Mais tu viens de me le dire. Je t'ai dit que j'ai cru l'avoir écrasé. Je suppose qu'un de tes pneus a éclaté. Le bruit dans ce cas ressemble toujours à celui d'un coup de feu. Du moins, on l'affirme dans les histoires de détectives. Papa, tu es absolument invraisemblable et ton cerveau ne paraît pas supérieur à celui d'un lapin. Mais c'est ta faute, répliqua son père. Tu me racontes une histoire extraordinaire dans laquelle des gens sont à la fois écrasés et assassinés, et tu t'étonnes que je ne comprenne pas. Bundle poussa un soupir. « Écoute-moi, dit-elle. Puis, lorsqu'elle eut terminé, « As-tu compris maintenant ?»« Oui, parfaitement. D'ailleurs, je t'excuse d'être un peu bouleversée, ma chère enfant, et je constate que je n'étais pas très loin de la vérité quand je t'ai dit, avant ton départ, que les gens qui cherchaient des ennuis les trouvaient toujours. »« Je suis heureux, » continua Lord Caterham avec un léger frisson, « d'être resté tranquillement ici. » Il reprit son catalogue et Bundle demanda « Papa, où sont les 7 cadrans ?»« Dans le quartier Est, mais je n'en suis pas bien sûr. Je n'y suis jamais allé. J'en suis enchanté, car je ne crois pas que je m'y serai plus. Mais c'est assez curieux, il me semble en avoir entendu parler récemment. Connais-tu un certain Jimmy Teessiger ?» Lord Caterham était de nouveau absorbé dans son catalogue. Il avait fait un effort pour comprendre ce que sa fille lui disait au sujet des 7 cadrans, mais il n'en faisait plus aucun. « Teessiger, » murmura-t-il vaguement. « Il y a une famille de ce nom dans le Yorkshire. En fait-il partie ? Mais c'est bien là ce que je te demande. Écoute-moi, papa, c'est important. » Lord Caterham fit un effort désespéré pour paraître attentif et déclara « Il y a des Teessiger dans le Yorkshire, mais je crois qu'il y en a aussi dans le Devonshire. Ta grand-tante Selina avait épousé un Teessiger. Quelle utilité cela peut-il avoir pour moi ?» s'écria Bundle. Lord Caterham se mit à rire. Cela, en tout cas, n'en a pas eu beaucoup pour elle, si je me souviens bien. « Tu es impossible, » dit Bundle en se levant. « Il va falloir que je m'adresse à Bill. »« Sans aucun doute, » répliqua son père d'un air distrait. « N'hésite pas. » Lady Eileen se leva en soupirant et se murmura à elle-même. « Je voudrais bien me rappeler au juste ce qu'il y avait dans cette lettre. Je ne l'ai pas lue très attentivement. Il me semble qu'il s'agissait d'une plaisanterie et que Wade disait que l'affaire des 7 cadrans n'en était pas une. » Lord Caterham abandonna brusquement son catalogue. « Les 7 cadrans, dit-il. J'y suis. Je sais pourquoi ces mots me rappelaient quelque chose. George Lomax sort d'ici. » Ah, pour une fois, Treadwell s'est trompé et il l'a laissé entrer, il allait en ville. Il paraît qu'il va y avoir une espèce de réception ayant un caractère politique à l'abeille la semaine prochaine et que Lomax a reçu une lettre d'avertissement. Qu'entends-tu par lettre d'avertissement ? Je ne sais pas très bien. Il ne m'a guère donné de détails. Je crois pourtant qu'on lui écrivait « Faites attention. Vous courez un péril » et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, la lettre venait des 7 cadrans et Lomax se rendait à Londres pour en parler à Scotland Yard. Tu le connais ? Bundle fit un signe d'assentiment. Elle connaissait en effet George Lomax, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, que fuyaient de nombreuses personnes à cause de son habitude invétérée d'émailler sa conversation de phrases puisées dans ses discours.
Dis-moi, interrogea-t-elle, est-ce que Lomax paraissait ému de la mort de Gerald Wade? Je l'ignore. Nous n'en avons pas parlé. La jeune fille demeura silencieuse pendant quelques instants car elle cherchait à se remémorer les phrases de la lettre qu'elle avait envoyée à Lorraine Wade. Elle chercha également à se représenter celle à qui cette lettre était adressée, car plus elle réfléchissait et plus elle lui trouvait un style différent de celui qu'emploie habituellement un frère qui écrit à sa sœur. Ne m'as-tu pas dit que la petite Wade n'était que la demi-sœur de Gerald? Interrogea Bundle brusquement. En réalité, elle ne lui est même pas parente, mais elle s'appelle Wade. Non, le père de Gerald avait épousé en secondes noces la femme divorcée d'un véritable bandit. Il s'est attaché à la petite et a insisté pour qu'elle porte son nom. Tout s'explique, murmura Bundle. Qu'est-ce qui s'explique? Quelque chose que je ne comprenais pas. Je crois que la jeune Lorraine est une assez jolie fille, conclut Lord Caterham. Bundle était pensive lorsqu'elle monta dans sa chambre. Elle avait plusieurs choses à faire. D'abord, trouver ce Jim Thesiger. Bill lui faciliterait sans doute cette recherche car Ronnie Devereux était son ami et, si Thesiger connaissait Ronnie, Bill devait le connaître aussi. Ensuite, Lorraine Wade pourrait peut-être lui fournir quelques éclaircissements sur l'énigme des 7 cadrans, car il était évident que Gary Wade lui en avait parlé, et le fait qu'il désirait qu'elle l'oubliât prenait un sens sinistre. Chapitre 7. Bundle fait une visite. Il ne fut pas très difficile à la jeune fille de joindre Bill Everslesh. Elle se rendit en ville avec sa voiture, cette fois sans incident, et lui téléphona. Bill parut enchanté et dit immédiatement à Bundle de déjeuner ou de dîner avec lui, mais elle refusa et ajouta « C'est une affaire sérieuse qui m'amène. Connaissez-vous un jeune homme qui s'appelle Jimmy Thesiger? Bien entendu, et vous aussi. Mais non, répondit Bundle, ce n'est pas possible. Tout le monde connaît Jimmy. Tout le monde peut-être, mais pas moi. Voyons, vous avez sûrement vu Jimmy avec son visage rose et son air simple, mais il a autant de cerveau que moi. Vraiment? Répondit gaiement Bundle, alors sa tête doit l'entraîner en avant. Est-ce un sarcasme? C'est une simple tentative d'ironie. Que fait Jimmy Thesiger? Rien de particulier. Ah, je vois, il a plus d'argent que d'esprit? Je n'ai pas dit cela. Au contraire, je vous ai déclaré tout à l'heure qu'il était plus intelligent que vous ne pourriez le croire. Bundle garda le silence, car ce jeune homme oisif ne paraissait pas devoir être un bien remarquable allié. Pourtant, c'était son nom qu'avait prononcé le mourant. La voix de Bill se fit entendre à nouveau. Ronnie a toujours eu une excellente opinion de lui. Vous connaissez Ronnie Devereux? Thesiger est son meilleur camarade. Bundle demeura indécise. Il était évident que Bill ignorait la mort de Devereux, et la jeune fille s'étonna que les journaux du matin n'eussent fait aucune allusion à ce drame, qui était de ceux dont la presse s'empare volontiers. Il ne pouvait y avoir à cela qu'une explication. Pour des raisons particulières, la police étouffait l'affaire. Bill continua à parler. « Il y a longtemps que je n'ai pas vu Ronnie. Je ne l'ai pas rencontré depuis la mort du pauvre Jerry Wade. » Il s'arrêta, puis reprit. « Une triste chose que cette mort. Je suppose que vous en connaissez les détails? »« Allô, êtes-vous encore là, Bundle? »« Certainement. Comme vous ne répondiez pas, j'ai supposé que vous aviez raccroché. »« Non, je réfléchissais. Devait-elle apprendre à Bill la mort de Ronnie? » Elle se décida pour la négative. Ce n'était pas là une communication à faire par téléphone, mais il était nécessaire qu'elle pût causer bientôt avec Eversley. « Bill! Allô? Voulez-vous que nous dînions ensemble demain soir? »« Oui, et ensuite nous irons danser. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas eu de chance récemment. »« Vous me raconterez cela demain, » fit Bundle en coupant brusquement la conversation. « En attendant, donnez-moi l'adresse de Jimmy Thesiger. »« De Jimmy Thesiger? »« Oui. Il a un appartement dans Jermyn Street. Attendez, je vais vous donner son numéro. » Il y eut un silence, puis « Êtes-vous encore là? »« Certainement. Son numéro est 103. 103. Merci, Bill. »« Oui, mais pourquoi en avez-vous besoin? Vous m'avez dit que vous ne le connaissiez pas. Je le connaîtrai dans une demi-heure. Vous allez le voir? »« Bravo, Sherlock! Mais d'abord, il ne sera pas levé. »« Comment pas levé? Pourquoi se lèverait-il de bonne heure sans nécessité?
Vous n'avez pas idée de l'effort que je suis obligé de faire pour être ici à 11 heures du matin et des histoires que fait Lomax quand j'arrive en retard. Voyez-vous, Bundle, je mène une vie de galérien. Vous m'en parlerez demain, dit-elle vivement, puis elle raccrocha le récepteur et résuma mentalement la situation. Il était midi moins 25, et, quoique Bill lui en eût dit, Bundle supposait que Mr. Thesiger devait être prêt à recevoir des visites. Elle prit donc un taxi et se fit conduire au 103 de Jermyn Street. La porte lui fut ouverte par un domestique qui présentait le type accompli du serviteur de bonne maison. « Madame veut-elle venir par ici ?» demanda-t-il en conduisant Lady Eileen vers un salon fort confortable, meublé d'immenses fauteuils en cuir. Une jeune fille blonde, vêtue de noir et un peu plus jeune que Bundle, était enfoncée dans l'un d'eux. « Quel nom dois-je annoncer, madame ?» interrogea le domestique. « Mr. Thesiger ne me connaît pas, » répondit Bundle. « Dites-lui que je désire l'entretenir d'une affaire importante. » Le solennel valet de chambre s'inclina et se retira en fermant sans bruit la porte derrière lui. Il y eut un silence. « C'est une belle matinée, » dit timidement la jeune fille blonde. « Une très belle matinée, » reconnut Bundle. Il y eut un nouveau silence. « Je suis venu en auto de la campagne ce matin, » reprit Bundle, « et j'ai craint un moment de trouver un de ces épais brouillards qui sont parfois si gênants, mais il n'y en a pas eu. »« En effet, » répondit la seconde jeune fille qui ajouta « Je suis venu aussi de la campagne. » Bundle la regarda plus attentivement. Sa présence l'avait tout d'abord quelque peu agacée, car elle prévoyait qu'un retard serait ainsi apporté à sa conversation avec Thesiger, auquel elle ne pouvait, devant une inconnue, parler de ce dont elle voulait l'entretenir. Mais, maintenant qu'elle l'observait de plus près, une idée traversa son esprit. La jeune fille était en grand deuil, et Bundle eut l'intuition de deviner juste. « Pardon, » demanda-t-elle, « seriez-vous par hasard Lorraine Wade ?» Celle-ci ouvrit de grands yeux étonnés. « Oui, mais comment pouvez-vous le savoir? Est-ce que nous nous serions déjà vus ?» Bundle secoua la tête. « Non, mais je vous ai écrit hier. Je suis Eileen Brent. Comme vous avez été bonne de m'envoyer la lettre de Jerry, je vous ai adressé un mot pour vous remercier, car je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vais vous expliquer pourquoi je suis venu. Connaissez-vous Ronnie Devereux ?» Lorraine fit un signe affirmatif. « Il est venu me voir le jour où mon frère, et depuis, je l'ai revu 2 ou 3 fois. C'était un des meilleurs amis de Jerry. »« Je le sais. Eh bien, il est mort. » Les lèvres de Lorraine s'entr'ouvrirent. « Mort. Mais il semblait en si bonne santé. » Bundle lui raconta aussi brièvement que possible les événements de la veille, et une expression d'effroi et d'horreur passa sur le visage de Miss Wade. « Alors c'est vrai, c'est donc vrai, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est vrai? » Ce que j'ai cru, ce que je crois depuis la mort de Jerry, elle n'a pas été naturelle, il a été assassiné. « Ah, vous avez pensé cela? » ?»« Oui. Mon frère n'aurait jamais pris un soporifique. » Elle eut un petit rire triste et continua. « Il dormait beaucoup trop bien pour cela. J'ai toujours trouvé cette circonstance étrange. Et il avait la même opinion que moi, j'en suis sûr. »« Qui? » ?»« Ronnie. Et maintenant il est mort aussi. » Elle s'interrompit et reprit. « C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Aussitôt après avoir reçu votre lettre, j'ai voulu téléphoner à Ronnie, mais on m'a dit qu'il est absent. Alors j'ai pensé à venir voir Jimmy, qui est aussi très lié avec eux, espérant qu'il me donnerait un conseil. « Vous voulez parler ?» Bundle s'arrêta. « Des 7 cadrans ?» Lorraine fit un signe affirmatif. « Voyez-vous, » commença-t-elle. Mais, au même instant, Jimmy Thesiger entra. Chapitre 8. Les visiteuses de Jimmy. Il nous faut retourner de 20 minutes en arrière, au moment où Jimmy Thesiger fut brusquement tiré de son sommeil par une voix familière. Son cerveau embrumé tenta de comprendre les mots qui lui étaient adressés et n'y parvint pas. Il bâilla et se retourna. « Une jeune dame est là. Elle veut voir monsieur. » Jimmy se résigna, ouvrit les yeux et dit « Qu'est-ce qu'il y a, Stevens ?» Une jeune dame demande monsieur. « Oh, pourquoi ?» Je ne sais pas, monsieur, et le domestique ajouta, en prenant un plateau sur le pied du lit, « Je vais apporter du thé chaud à monsieur. Celui-ci est froid. Alors, vous croyez qu'il faut que je me lève et que je voie cette dame ?» Stevens ne répondit pas, mais il se redressa et Jimmy comprit. « Bien, fit-il, a-t-elle dit son nom ? » Non, monsieur. « Serait-ce ma tante Jemima ? Dans ce cas, je veux bien être pendu si je me lève. » Cette dame ne pourrait pas être la tante de monsieur. « Ah ! Alors, comment est-elle ?
Jeune et belle. C'est une personne tout à fait comme il faut, monsieur. Stevens quitta la chambre et Jimmy demeura étendu, se demandant quelle était la belle jeune fille qui pouvait venir le voir. Le domestique reparut portant un plateau et Jimmy lui dit « J'espère que vous lui avez donné des journaux ?» « Oui, monsieur, le Morning Post et le Punch. » En cet instant, un coup de sonnette attira Stevens au dehors. Il revint peu après en annonçant « Une autre jeune dame, monsieur. » « Comment ?» Oui, monsieur, elle n'a pas voulu dire son nom, mais m'a déclaré qu'elle venait pour une affaire importante. Jimmy le regarda. Voilà qui est bien curieux. Stevens, bien curieux. À quelle heure suis-je rentré cette nuit? Vers 5 heures, monsieur. Et dans quel état? Oh, de très bonne humeur, monsieur, sans plus. Monsieur chantait Rule Britannia. Voilà une chose que je n'aurais pas eu l'idée de faire si j'avais été dans mon état normal. J'avais dû boire un verre de trop. Est-ce que par hasard j'aurais, à cause de cela, mis une annonce dans un journal pour demander une institutrice? Tout en parlant, Jimmy s'habillait rapidement et au bout de 10 minutes, il était prêt à recevoir ses visiteuses inconnues. Lorsqu'il ouvrit la porte du salon, il aperçut tout d'abord, accoudée à la cheminée, une jeune fille brune et mince qui lui était absolument inconnue. Puis son regard se dirigea vers le fauteuil et son cœur tressaillit. « Lorraine !» Celle-ci se leva et dit d'une voix un peu tremblante. « Vous devez être étonné de me voir. Mais j'ai été obligé de venir, je vais vous expliquer pourquoi. Voici Lady Eileen Brent, plus communément appelée Bundle, déclara celle-ci. Vous avez dû entendre parler de moi par Bill Eversley. Bien entendu, répondit Jimmy, qui cherchait à comprendre. Nous sommes venus vous voir au sujet de la mort de Jerry, reprit Lorraine, et maintenant de celle de Ronnie. Que voulez-vous dire? Ronnie a été assassiné hier. Quoi? Bundle fit, pour la seconde fois, son récit, et Jimmy l'écouta comme en rêve. Ronnie tué, murmura-t-il en se laissant tomber sur une chaise. Qu'est-ce que ça signifie? Il réfléchit pendant quelques instants, puis reprit d'une voix calme. Je crois qu'il faut que je vous apprenne quelque chose. Quoi donc? Interrogea Bundle d'un ton encourageant. C'était le jour de la mort de Gary Wade. Tandis que nous nous rendions chez vous, il fit un signe vers Lorraine pour vous apprendre la nouvelle. Ronnie commença à me faire une confidence, mais il s'arrêta en disant qu'il était lié par une promesse et n'acheva pas. Lié par une promesse, dit Lorraine d'un ton pensif. C'est du moins ce qu'il m'a déclaré, et bien entendu, je n'ai pas insisté, mais je l'ai trouvé étrange et j'ai eu l'impression qu'il soupçonnait des agissements criminels. J'avais cru qu'il en parlerait au docteur, mais il ne lui en a pas dit un mot. C'est pourquoi j'ai pensé m'être trompé, et ensuite, l'affaire a paru si limpide que je me suis taxé d'imagination. Mais vous supposez maintenant que Ronnie avait des soupçons? Interrogea Bundle. Jimmy fit un signe d'assentiment. Oui. Aucun de nous ne l'a revu depuis. Je crois qu'il cherchait à découvrir seul la vérité sur la mort de Jerry, et qui plus est, je suis convaincu qu'il l'a trouvée et que c'est pourquoi on l'a tué. Il a essayé de me la faire transmettre, mais il n'a pu prononcer que ces 2 mots que vous m'avez rapportés. 7 cadrans, fit Bundle qui frissonna. 7 cadrans, répéta Jimmy gravement. Quoi qu'il en soit, nous avons là un indice. Bundle se tourna vers Lorraine. Qu'alliez-vous me dire? Ah oui, d'abord au sujet de la lettre. Elle regarda Jimmy et expliqua. Jerry a laissé une lettre, Lady Eileen. Bundle l'a trouvée. Puis, elle dit dans quelles conditions, et Jimmy l'écouta avec intérêt. Lorraine prit la lettre dans son sac, la lui tendit. Il la lut et demanda, la regardant. Vous pouvez nous donner des éclaircissements. Qu'est-ce que Jerry désirait vous voir oublier? La jeune fille parut perplexe. Je ne me souviens pas très bien des détails. J'avais ouvert par mégarde une lettre destinée à mon frère et écrite d'une vilaine écriture sur un papier très ordinaire. Il y avait dans le haut une adresse du quartier des 7 cadrans. Je me rendis compte que cette lettre n'était pas pour moi et je la remis dans son enveloppe. Bien vrai? Lorraine se mit à rire. Je sais ce que vous pensez, dit-elle, et je reconnais que les femmes sont curieuses, mais la lettre dont je parle ne m'a pas paru être intéressante. C'était une sorte de liste de noms et de dates. De noms et de dates, fit Jimmy d'un air pensif. Jerry ne sembla pas très ému, continua Lorraine. Il rit, demanda s'il avait entendu parler de la mafia et ajouta qu'il serait étrange qu'une société comme celle-là se fondât en Angleterre.
Il ajouta que des groupements de ce genre ne pourraient guère y avoir de succès. Nos criminels, dit-il, n'ont pas beaucoup d'imagination. Jimmy fit entendre un léger sifflement. « Je commence à comprendre, déclara-t-il. Les 7 cadrans doivent être le quartier général de quelques sociétés secrètes, et ainsi que vous le disait votre frère dans sa lettre, il a dû croire tout d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais il s'est aperçu qu'il n'en était rien. De plus, son désir de vous voir oublier ce qu'il vous avait dit ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Si les membres de cette société apprenaient que vous connaissez son existence, vous seriez en danger. Gérald s'en rendait compte et il avait peur. Pour vous. » Jimmy s'arrêta puis reprit. « J'ai idée que nous allons tous être plus ou moins en péril si nous nous occupons de cette affaire. Comment si ?» s'écria Bundle avec indignation. « Je parle de vous deux. Pour moi, c'est différent, car j'étais l'ami du malheureux Ronnie. » Il continua en s'adressant à Lady Eileen. « Vous avez rempli votre mission en me communiquant ces dernières paroles, mais, pour l'amour de Dieu, ne vous mêlez de rien, ni vous, ni Lorraine. » Bundle regarda celle-ci d'un air interrogateur. Elle avait pris son parti. Elle ne voulait pas toutefois le laisser voir, car elle désirait ne pas inciter Miss Wade à se lancer dans une entreprise dangereuse. Mais le visage mince de cette dernière s'anima de colère. « Vous croyez cela ?» s'écria-t-elle. « Vous pensez que je consentirais à demeurer inactive quand on a tué Jerry, mon cher Gary, le meilleur frère qu'une jeune fille ait jamais eu, et le seul parent qui me restait au monde. » Jimmy tout sauta d'un air embarrassé. Il trouvait Lorraine incomparable. « Voyons, dit-il, vous ne devez pas croire que vous êtes seul au monde. Vous avez des amis qui sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent, me comprenez-vous? » Il est probable que la jeune fille comprit car elle rougit et, pour masquer sa confusion, commença à parler très vite. « C'est donc décidé, déclara-t-elle. Personne ne m'empêchera de vous aider. » « Moi aussi, bien entendu, fit Bundle et toutes deux regardèrent Jimmy. « Oui, dit celui-ci, lentement. Oui, je vais. Mais je me demande par où nous allons commencer. » Chapitre 9. Projet. La phrase de Jimmy fit prendre aussitôt un tour plus pratique à la conversation. « Tout bien considéré, reprit-il, nous n'avons pas grand-chose sur quoi nous appuyer. » En réalité, rien que ces mots, 7 cadrans. Or, je ne sais même pas au juste où est situé le quartier de ce nom. D'ailleurs, nous ne pourrions le fouiller maison par maison, ce ne serait pas possible. Évidemment, nous connaissons l'endroit où Ronnie a été tué, mais il est probable que la police procède à des recherches de ce côté-là et le fait mieux que nous. « Ce qui me plaît en vous, déclara Bundle, non sans ironie, ce sont vos tendances optimistes. »« Ne soyez pas impatiente, déclara Jimmy. Les meilleurs détectives commencent par envisager ainsi une affaire en éliminant toutes les démarches inutiles et improductives. J'en arrive maintenant à un 3e point, c'est-à-dire la mort de Gérald. Nous savons qu'il a été assassiné, car vous le croyez toutes les deux, n'est-ce pas? »« Oui, dit Lorraine. »« Oui, répéta Bundle. Bien, moi aussi. Là, il me semble que nous avons quelques chances de réussir, car si Gary n'a pas pris le chloral lui-même, quelqu'un est entré dans sa chambre et a mis ce poison dans le verre d'eau qu'il a bu. Ensuite, on a laissé la boîte ou la fiole vide sur la table. Vous êtes de cet avis? »« Oui, dit lentement Bundle. Mais attendez, la personne dont il s'agit devait se trouver dans la maison, car quelqu'un venant de dehors n'aurait pu y réussir. »« Certainement non, acquiesça Lady Eileen. »« Fort bien, mais cela restreint énormément les recherches. Pour commencer, je suppose que la plupart des domestiques sont de vieux serviteurs de votre famille. »« Oui, ils sont tous restés à Chimneys quand nous avons loué la maison et les principaux y sont toujours. Évidemment, il y a eu quelques changements parmi ceux qui occupaient les emplois les moins importants. »« C'est là que je voulais en venir, » dit Jimmy, et vous pouvez aisément savoir à quel moment les nouveaux domestiques ont été engagés. Un des valets de pied, qui s'appelle John, est nouveau. Prenez des renseignements à son sujet, tâchez de savoir également ce que sont les serviteurs qui sont entrés ainsi récemment. Je suppose, fit lentement Bundle, qu'il ne peut s'agir que d'un domestique et que le coupable n'était pas un des invités. Ce ne serait guère vraisemblable, en effet. Qui avait-il exactement? 3 jeunes filles, Nancy, Hélène et Sox. Sox Daventry? Je la connais. Elle parle sans cesse de choses spirituelles. C'est bien elle.
Puis Jerry Wade, Eversleish, Ronnie et moi et nos hôtes, Sir Oswald, Lady Coote. Ah, et aussi Pongo. Qui est Pongo? Bateman, le secrétaire de Coote, un garçon solennel et consciencieux avec lequel j'ai été au collège. Il ne me paraît pas y avoir là personne que l'on puisse soupçonner, fit observer Lorraine. En effet, admit Bundle. Comme vous le supposez, il faut chercher parmi les domestiques. À propos, croyez-vous que le réveil jeté par la fenêtre est un rapport quelconque avec cette affaire? Jeté par la fenêtre? Interrogea Jimmy. Ah, en effet, lorsque je suis allé voir le pauvre Gary, j'ai remarqué que les pendulettes étaient rangées sur la cheminée et qu'il n'y en avait que 7 au lieu de 8. Il parut bouleversé, pâli et reprit. Je vous demande pardon, mais je ne sais pas pourquoi ces réveils matins m'ont impressionné lorsque je les ai aperçus dans cette chambre. Je ne voudrais pour rien au monde y entrer de nouveau dans l'obscurité et les y voir. Cela ne vous serait pas possible dans l'obscurité, fit Bundle, toujours pratique, à moins qu'il n'ait des cadrans lumineux. Oh, Elle sursauta et le sang lui monta aux joues. 7 cadrans! Ses deux interlocuteurs la regardèrent avec surprise, mais elle insista véhémentement. Cela ne peut être une coïncidence. Il y eut un silence. Vous avez sans doute raison, fit enfin Thesiger. C'est bizarre. Bundle commença à le questionner vivement. Qui a acheté les réveils matins? Nous tous. Voyons, quelqu'un a dû y penser le premier. Cela ne s'est pas passé ainsi. Nous cherchions comment nous pourrions faire lever Jerry, et Pongo nous a suggéré de mettre un réveil matin dans sa chambre. L'un de nous a dit que cela ne suffisait pas, et un autre, Bill Eversleigh, je crois, a ajouté « Pourquoi ne pas en prendre une douzaine ?» Nous l'avons tous approuvé, et nous sommes partis pour les chercher. Nous en avons acheté un chacun, plus un pour Pongo et un pour Lady Coote. Il n'y avait rien là de prémédité. Bundle demeura silencieuse, mais elle n'était pas convaincue, et Jimmy tenta de résumer la situation. Je crois que nous sommes sûrs de certains faits. Il existe une société secrète qui a des points de ressemblance avec la mafia. Jerry Wade en a entendu parler. Tout d'abord, il a cru à une plaisanterie, à une absurdité même, et n'a rien vu là de dangereux. Mais ultérieurement, il a été, je ne sais pourquoi, convaincu que c'était sérieux, et j'imagine qu'il a dû en parler à Ronnie Devereux. Quoi qu'il en soit, après sa mort, Ronnie a eu des soupçons, et il est probable qu'il en savait assez pour avoir suivi la même piste. Le malheur, c'est que nous sommes obligés de tâtonner car nous n'avons pas les mêmes indications qu'eux. C'est peut-être un avantage, fit observer Lorraine. Les membres de l'association ne nous soupçonnent pas et nous soupçonneront pas et, par conséquent, ils n'essaieront pas de se débarrasser de nous. Je voudrais en être sûr, dit Jimmy d'un ton préoccupé. Vous savez, Lorraine, que Jerry lui-même désirait que vous ne vous mêliez pas de cette affaire. Ne croyez-vous pas que vous pourriez... Non, affirma la jeune fille. Ne recommençons pas à discuter la question, ce n'est qu'une perte de temps. À ces mots, Jimmy regarda la pendule et poussa un cri de surprise. Puis il se leva, ouvrit la porte et appela. « Stevens, monsieur, pourriez-vous nous improviser un déjeuner? J'ai prévu que monsieur le désirerait et ma femme a pris des mesures en conséquence. » Voilà un domestique accompli, déclara Jimmy en revenant et en poussant un soupir de soulagement. Stevens parut, apportant un repas dont le menu était fort recherché. Une omelette, des cailles et un soufflé particulièrement réussi. « Pourquoi les célibataires sont-ils toujours mieux servis que les gens mariés ?» demanda Lorraine. « En voilà une idée, » exclama Jimmy. « Je pense souvent au contraire. » Il s'arrêta et Lorraine rougit encore. « Que je suis bête !» s'écria soudain Bundle. « Je savais bien que j'oubliais quelque chose. » « Quoi donc? Vous connaissez George Lomax? J'ai souvent entendu parler de lui par Bill et par Ronnie. Eh bien, Lomax réunit des hommes politiques la semaine prochaine et il a reçu une lettre de menace des sept cadrans. « Ce n'est pas possible, » s'exclama Thesiger. « Si, il en a parlé à mon père. Que croyez-vous que cela signifie? » Jimmy se renversa sur son siège, réfléchit rapidement et parla enfin avec précision. « Il se produira quelque événement au cours de cette réunion. »« C'est bien ce que je crois, » répondit Bundle. « Tout s'enchaîne parfaitement, » reprit Jimmy d'un air rêveur, puis il ajouta en se tournant vers Lorraine. « Quel âge aviez-vous quand la guerre a éclaté? » « 9 ans. »« Non, 8. Et Jerry avait environ 20 ans, je suppose. La plupart des garçons de 20 ans se sont battus. Pourtant, Jerry n'a pas été soldat. »
En effet, répondit la jeune fille, je ne sais pas pourquoi. Je crois pouvoir vous le dire, répliqua Jimmy, ou du moins le deviner. Jerry n'est pas resté en Angleterre de 1915 à 1918, je m'en suis assuré. Personne ne paraît savoir exactement où il était. Je crois qu'il se trouvait en Allemagne. Lorraine rougit et regarda Jimmy avec admiration. Comme vous êtes intelligent, il parlait couramment l'allemand, n'est-ce pas? Oh, oui, parfaitement. Je suis sûr que j'ai raison. Écoutez, Jerry Wade était au Foreign Office et semblait être de ces aimables idiots. Excusez le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, que personnifiaient Bill Eversley et Devereux. Mais en réalité, il était tout différent. Notre service secret a la réputation d'être le meilleur du monde, et je crois que Jerry Wade y occupait un grade élevé. Cela explique tout. Je me rappelle avoir dit au hasard le dernier soir, à Chimneys, que Jerry ne pouvait pas être aussi bête qu'il en avait l'air. Et si vous avez raison? Interrogea Bundle. Dans ce cas, l'affaire est plus grave que nous ne le supposons, et l'organisation des Sepcadrans n'est pas seulement criminelle, elle est internationale. Il y a en tout cas une chose certaine. Il faut que l'un de nous soit présent à la réception qui doit avoir lieu chez Lomax. Bundle fit une légère grimace. Je connais bien George, mais il ne m'aime pas et il n'aurait jamais l'idée de m'inviter lorsqu'il doit recevoir des gens sérieux. Cependant, et elle demeura un instant perdue dans ses pensées. Croyez-vous que moi, je pourrais me faire inviter par Bill? Demanda Jimmy. Il y sera sûrement en sa qualité de bras droit de Lomax et il pourrait m'emmener avec lui. Pourquoi pas? Déclara Bundle, mais il faudra que vous dirigiez Bill et lui suggériez ce qu'il devra dire. Il est incapable de penser seul. Que me conseillez-vous? Demanda humblement Jimmy. Oh, ce sera très facile. Bill vous présentera comme un jeune homme qui s'intéresse à la politique et qui a le désir d'entrer au Parlement. George sera immédiatement séduit car vous savez ce que sont ces partis politiques. Ils recherchent sans cesse des hommes jeunes et riches. Plus Bill vous prêtera une grosse fortune, plus cela sera simple. Peu m'importe ce qu'il dira, tant qu'il ne fera pas de moi un Crésus, déclara Jimmy. Alors, je crois que voilà une affaire réglée. Je dîne avec Bill demain et je lui demanderai la liste des invités. Ce sera utile. Je regrette que vous n'y soyez pas comprise, fit Jimmy. Mais après tout, cela vaut peut-être mieux. Je ne suis pas du tout sûr que vous ne me voyez pas chez Lomax, répondit Bundle. Il ne peut pas me souffrir. Mais il y a peut-être un autre moyen d'obtenir une invitation. Et moi? Demanda Lorraine d'une voix douce. Vous n'êtes pas en scène dans cet acte? Répondit vivement Thesiger. D'ailleurs, il est préférable que nous ayons des intelligences au dehors pour... Pour quoi? Interrogea Lorraine. Mais Jimmy se décida à abandonner cette voie et fit appel à Bundle. N'est-ce pas, lui dit-il, qu'il vaut mieux que Lorraine reste en dehors de cela? Certainement. La prochaine fois, reprit Jimmy avec bonté, nous aurons recours à vous. Et s'il n'y a pas de prochaine fois, s'écria la jeune fille. Oh, il y en aura sûrement une. Alors, il faut que je rentre à la maison. Et que j'attende? Oui, répondit Jimmy avec soulagement. Je pensais bien que vous comprendriez. Voyez-vous, déclara Bundle, si nous nous faisions inviter tous les trois, cela pourrait paraître étrange, pour vous surtout. Alors c'est entendu, reprit Jimmy, vous ne tenterez rien. Je ne tenterai rien, répondit Lorraine avec soumission, et Bundle la regarda car elle trouvait cette obéissance peu naturelle. Mais les yeux bleus de Miss Wade plongèrent innocemment dans ceux de Lady Eileen. Pourtant, celle-ci ne fut pas absolument convaincue que l'on puisse compter sur la passivité de Lorraine. Chapitre 10. Bundle se rend à Scotland Yard. Il faut reconnaître tout de suite que les trois jeunes gens n'avaient pas dévoilé entièrement leurs pensées. Lorraine Wade, par exemple, était-elle absolument sincère en exposant les raisons pour lesquelles elle vint parler à Jimmy Thesiger? D'autre part, celui-ci avait, au sujet de la réunion qui devait avoir lieu chez George Lomax, des idées et des projets qu'il ne voulait pas révéler. Mettons à Bundle. Enfin, celle-ci possédait un plan bien mûri qu'elle se proposait de mettre immédiatement à exécution et dont elle n'avait pas soufflé mot. En quittant l'appartement de Jimmy Thesiger, elle se fit conduire à Scotland Yard où elle demanda à voir le surintendant Battle. Celui-ci était un personnage assez important qui s'occupait à peu près uniquement de cas d'une nature délicate.
Il était venu à Chimneys 4 ans auparavant pour une affaire de ce genre, et Bundle espérait qu'il s'en souviendrait. Après un court délai, elle fut conduite le long de plusieurs couloirs dans le cabinet privé du surintendant. Celui-ci était un homme d'aspect déterminé, à la figure impassible. Il paraissait fort peu intelligent et ressemblait plutôt à un commissionnaire qu'à un détective. Lorsque Bundle entra, il se tenait debout devant une fenêtre et regardait des moineaux d'un air absolument inexpressif. « Bonjour, Lady Eileen, donnez-vous la peine de vous asseoir. »« Merci, » répondit Bundle. « Je craignais que vous ne vous rappeliez pas m'avoir déjà vu. »« Je me souviens de tout le monde, » déclara Battle. « C'est mon métier. »« Oh » murmura Bundle, un peu décontenancé. « Que puis-je faire pour vous » demanda le surintendant. Bundle alla droit au but. « J'ai entendu affirmer que Scotland Yard possède une liste de toutes les sociétés secrètes et autres organisations de ce genre qui se forment à Londres. Nous tâchons de nous tenir au courant, » répliqua Battle avec circonspection. « Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dangereuses. Il y a à ce sujet une règle excellente. Plus elles s'agitent, moins elles sont à craindre, et vous ne sauriez croire à quel point cela se vérifie. J'ai également entendu dire que vous les laissiez souvent agir. » Battle fit un signe affirmatif. « C'est exact. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de s'intituler frère de la liberté et d'en rencontrer d'autres 2 fois par semaine dans une cave et de discourir sur les flots de sang qui doivent être répandus? Cela ne fera de mal ni à lui, ni à nous. Et, s'il fomente des troubles, nous savons où le trouver. Cependant, fit lentement Bundle, une de ces sociétés peut être beaucoup plus dangereuse qu'on ne le croit, n'est-ce pas? C'est invraisemblable, déclara Battle. Mais cela pourrait se produire, insista la jeune fille. Oh, évidemment, admit le surintendant. Il y eut un moment de silence, puis Bundle dit avec calme: « Pourriez-vous me donner une liste des sociétés secrètes qui ont leur siège dans le quartier des 7 cadrans ?» Battle se targuait de ne jamais laisser paraître la moindre émotion. Pourtant, la jeune fille aurait juré que, pendant un instant, ses paupières battirent et qu'il parut déconcerté. Ce ne fut d'ailleurs qu'un éclair et il redevint absolument impassible en déclarant: « Il n'y a pas, à proprement parler, de quartier qui porte ce nom, Lady Eileen. »« Vraiment ? » ?»« Non, la plus grande partie en a été détruite et rebâtie. Il était autrefois très mal fréquenté, mais maintenant il est fort respectable et ce n'est pas un endroit assez romanesque pour qu'on songe à y installer des sociétés secrètes. »« Ah !» fit Bundle interdite. « Cependant, je serais désireux de savoir ce qui vous a donné cette idée, Lady Eileen. Faut-il que je vous le dise ? Mon Dieu, cela nous ferait gagner du temps. » Bundle hésita un instant, puis elle dit lentement: « Un homme a été tué hier. J'ai cru tout d'abord que je l'avais écrasé. »« Mr. Ronald Devereux ?»« Bien entendu, vous êtes au courant, mais pourquoi les journaux n'ont-ils pas fait allusion à cette mort? Désirez-vous vraiment savoir cela, Lady Eileen? »« Oui, s'il vous plaît. » « Eh bien, nous avons voulu nous ménager 24 heures de répit. L'affaire sera demain dans les journaux. » Ah, et Bundle étudia avec surprise le visage de son interlocuteur. Que cachait ce masque impénétrable? Battle considérait-il l'assassinat de Ronald Devereux comme un crime ordinaire ou extraordinaire? En mourant, il a prononcé les mots « septcadran », dit lentement Bundle. « Merci, » fit Battle. « Je vais en prendre note, et il écrivit quelques mots sur le bloc posé devant lui. Bundle s'engagea dans une autre voie. « Il paraît que Mr. Lomax est venu vous voir hier au sujet d'une lettre de menace qu'il a reçue. »« En effet, et qui partait du quartier des 7 cadrans. Ces mots étaient écrits dans le haut, je crois. » Il sembla à Bundle qu'elle martelait une porte fermée. « Si vous voulez me permettre de vous donner un conseil, Lady Eileen, je sais ce que vous allez me dire. Rentrez chez vous et oubliez toute cette affaire. C'est-à-dire que je dois vous laisser vous en occuper. » Mais, déclara le surintendant Battle, ce soin ne doit-il pas incomber à un professionnel? Alors que je ne suis qu'un amateur? Oui, pourtant vous oubliez un détail, je ne possède ni votre science, ni votre adresse, mais j'ai sur vous un avantage, je puis agir sans qu'on me voie. Il lui sembla que Battle était un peu déconcerté, comme si ses paroles l'avaient frappé. « Bien entendu, » reprit Bundle, « si vous ne voulez pas me donner une liste des sociétés secrètes. »« Oh, je n'ai pas dit cela. Je vais vous en faire le relevé. » Puis il se dirigea vers la porte, l'ouvrit,
Il passa la tête, cria quelques mots et revint s'asseoir. Bundle se sentit vaincu, car la facilité avec laquelle il avait accédé à sa requête lui semblait suspecte. Il la regardait maintenant avec calme. « Vous rappelez-vous le décès de Mr. Gerald Wade » demanda brusquement la jeune fille. « Il est mort chez vous, n'est-ce pas, pour avoir pris une dose trop forte de narcotique. » Sa sœur déclare qu'il n'absorbait jamais aucun narcotique. « Oh, répondit le surintendant, il y a quantité de choses que les sœurs ignorent. » Bundle se sentit encore perplexe et demeura silencieuse jusqu'au moment où un homme entra, tenant une feuille dactylographiée qu'il tendit au surintendant. « Voici, dit ce dernier, lorsque l'agent fut sorti, les frères du sang de Saint-Sébastien, les loups limiers, les camarades de la paix, le club des camarades, les amis de l'oppression, les enfants de Moscou, les prisonniers rouges, les harengs, les camarades des vaincus et une demi-douzaine d'autres. » En achevant ces mots, il remit la feuille à Bundle et ses yeux lancèrent un éclair. « Vous me donnez cette liste, déclara la jeune fille, parce que vous savez qu'elle ne me servira à rien. Vous ne voulez pas que je m'occupe de cette affaire ? Je le préférerais, car si vous cherchez à découvrir quelque chose, vous nous donnerez beaucoup de peine. Parce que vous voudrez veiller sur moi, je suppose. C'est bien cela, Lady Eileen. » Bundle s'était levée. Elle demeurait indécise, car jusqu'à ce moment, le surintendant Battle avait eu les honneurs de la guerre. Mais elle se rappela un incident et fit une dernière tentative. « J'ai dit tout à l'heure qu'un amateur pouvait faire des choses qui étaient interdites à un professionnel, et vous ne m'avez pas contredite parce que vous êtes loyal et que vous sentiez que j'avais raison. »« Continuez, » répondit tranquillement Battle. « Lors de la première affaire qui s'est passée à Chimneys, vous m'avez autorisé à vous aider. Pourquoi n'en est-il pas de même maintenant ?» Battle parut réfléchir. Enhardi par son silence, Bundle continua. « Vous me connaissez assez bien, surintendant Battle. Je veux tout savoir. Certes, je n'ai pas l'intention de vous gêner ou de chercher à faire moi-même ce que vous ferez certainement beaucoup mieux que moi, mais si je puis vous être de quelque utilité, je vous en prie, acceptez mon concours. » Il y eut encore un silence, puis Battle reprit. « On ne peut parler avec plus de franchise, Lady Eileen, mais je vous dirai tout simplement ceci. Ce que vous me proposez est dangereux. Croyez-moi, très dangereux. »« Je l'ai bien compris, » répondit Bundle. « Je ne suis pas une sotte. »« Certes, non, » acquiesça Battle, « et je n'ai même jamais rencontré une jeune personne aussi intelligente que vous. Voici ce que je puis faire, Lady Eileen. Je vais vous donner un renseignement et j'agis ainsi parce que je n'ai jamais mis en pratique le précepte. La sécurité d'abord. À mon avis, la moitié des gens qui passent leur existence à redouter d'être écrasés par un autobus pourraient l'être sans dommage, car ils ne servent à rien. » Cette déclaration extraordinaire dans la bouche de Battle stupéfia Bundle. « Qu'alliez-vous me dire » demanda-t-elle enfin. « Vous connaissez Mr. Everslade, n'est-ce pas, Bill ? Bien entendu. Eh bien, je crois que Mr. Everslade pourra vous apprendre tout ce que vous désirez savoir au sujet des septcadrans. Bill est au courant ? » Bill, je n'ai pas dit cela. Pas du tout. Mais comme vous êtes fort intelligente, je crois que vous obtiendrez par lui ce que vous voulez savoir. Et maintenant, ajouta le surintendant d'un ton ferme, je ne vous dirai pas un mot de plus. Chapitre 11. Bull dine avec Bill. Bundle alla rejoindre Bill le lendemain soir avec infiniment de hâte et le jeune homme la reçut avec plaisir. « Il est vraiment gentil, pensa-t-elle. Il ressemble à un bon chien. » Le bon chien poussait de petites exclamations. « Vous paraissez en excellente santé, Bundle. Je ne puis vous dire combien je suis heureux de vous voir. J'ai commandé des huîtres. Vous les aimez, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à l'étranger? Vous êtes-vous amusé? » Pas du tout. Mais vous, qu'avez-vous fait pendant mon absence, Bill? C'était là une question imprudente. Bundle ne l'avait posée que par politesse avant de s'engager dans le sujet qui l'intéressait. Le jeune homme en profita aussitôt. Justement, je voulais vous le raconter, s'écria-t-il. Vous êtes intelligente, Bundle, et je désirais vous demander votre avis. Vous connaissez cette opérette qui s'appelle « Je maudis tes yeux » ? Oui. Eh bien, je vais vous dévoiler une grande injustice. Figurez-vous qu'il y a une jeune fille américaine. Bundle éprouva un sentiment de découragement car, lorsque Bill commençait un récit, il était généralement interminable. Cette jeune fille qui s'appelle Babe Saint-Maur.
Où a-t-elle pris ce nom? Demanda ironiquement Bundle. Oh, elle se l'est octroyé, répondit Bill avec franchise. Bill, interrompit Bundle, je suis allé voir Jimmy T. Seeger hier matin. Ah, ce brave Jimmy, répondit Eversleish. J'allais donc vous dire que Babe a beaucoup de talent, mais dans cette opérette, elle ne peut le manifester. Et vous, avez-vous vu Jimmy récemment? Oui, ce matin. Où en étais-je? Ah, oui, c'est une question de jalousie. Les autres actrices ont cherché à lui nuire. Bundle se résigna à l'inévitable, écouta toute l'histoire des désillusions de Babe Saint-Maur et lorsque Bill reprit haleine, elle déclara « Vous avez raison, Bill, c'est navrant. Est-ce que Jimmy vous a demandé de le faire inviter à l'abeille la semaine prochaine ?» Bill accorda pour la première fois quelque attention à ce que disait Bundle. « Oui, il est venu me raconter une longue histoire que je dois répéter à Lomax, mais c'est bien risqué. Allons donc, si George découvre la vérité, ce n'est pas vous qu'il blâmera. Il croira que vous étiez de bonne foi. » « Ce n'est pas cela que je veux dire, répliqua Bill, mais c'est dangereux pour Jimmy car, avant même qu'il s'en soit rendu compte, on l'aura enrôlé dans le parti et il sera obligé d'embrasser des enfants et de faire des discours. Vous ne vous doutez pas à quel point Lomax est convaincu et entreprenant. Eh bien, nous courons ce risque, déclara Bundle. Jimmy est de taille à se défendre. Qui est invité? Y a-t-il quelqu'un de spécial? Mon Dieu, non. Il y a d'abord Miss Makata. La femme politique? Oui, vous savez bien. Celle qui parle toujours du bien-être, du lait pur, des enfants à sauver. Imaginez-vous ce que deviendra le pauvre Jimmy s'il est obligé de lui parler. Laissons Jimmy pour le moment. Qu'y a-t-il ensuite? Une Hongroise, ce qu'on appelle une jeune Hongroise. Une comtesse dont il m'est tout à fait imprononcer le nom, elle est fort bien. À ce moment, Bill parut embarrassé et Bundle remarqua qu'il écrasait son pain avec nervosité. « Est-elle jeune et belle ?» demanda-t-elle aimablement. « Oh, plutôt. Tiens !» Je ne savais pas que Lomax s'intéressait aux femmes. Il ne s'y intéresse pas. Mais la comtesse s'occupe de questions sociales à Budapest et elle veut faire la connaissance de Mrs. Makata. Quels sont les autres invités? Sir Stanley Digby, le ministre de l'Air? Oui, et son secrétaire Terence O'Rourke. C'est un as, ou du moins c'en était un, quand il volait. Puis il y aura un Allemand absolument odieux qui s'appelle Herr Eberhard. Je ne sais pas ce qu'il peut être, mais on fait toute une histoire à son sujet. J'ai été commandé de service 2 fois pour l'inviter à déjeuner, et je vous assure, Bundle, que c'est loin d'être amusant, car il n'est pas comme les gens de l'ambassade qui sont tous très convenables. Ça, ce bonhomme-là fait du bruit en avalant sa soupe et mange ses petits pois avec un couteau. De plus, il se ronge les ongles. En effet, cela ne doit pas être très agréable. Je crois que c'est un inventeur. Enfin, il y aura Sir Oswald Coote. Et sa femme? Oui. Bundle, pendant quelques minutes, demeura perdu dans ses réflexions. La liste des invités que venait de lui énumérer Bill était assez suggestive, mais elle n'avait pas le temps de l'analyser en ce moment. Il fallait qu'elle continuât son enquête. « Bill, dit-elle enfin, qu'est-ce que cette histoire des 7 cadrans? » Eversleigh eut tout de suite un air extrêmement gêné. Ses paupières battirent et il évita le regard de la jeune fille. « Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, dit-il. »« Allons donc, fit Bundle. On a dit que vous étiez parfaitement au courant. Au courant de quoi? » C'était là une question à laquelle il était assez difficile de répondre et Bundle changea de tactique. « Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez si mystérieux, dit-elle avec une nuance de reproche dans la voix. Je ne suis pas mystérieux, mais on ne va plus guère maintenant en cet endroit. L'engouement paraît passé. Voilà, on n'est plus à la page lorsqu'on s'absente, dit Bundle tristement. Oh, vous n'avez pas perdu grand-chose, déclara Bill. On n'y allait guère que pour pouvoir dire qu'on savait ce que c'était. En réalité, on ne s'amusait pas beaucoup et on se lasse vite du poisson frit. Mais de quoi parlez-vous? Du club des 7 cadrans, bien sûr, répondit Bill. N'était-ce pas à ce sujet que vous m'interrogiez? Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un club, déclara Bundle. Il se trouvait dans un assez vilain quartier près de Tottenham Court Road, mais ce quartier est maintenant démoli. Cependant, le club des 7 cadrans est toujours pareil. On y mange du poisson frit et des pommes de terre. Je suppose que c'est un club de nuit comme les autres et qu'on y danse? Interrogea Bundle. Oui, mais l'assistance y est très mêlée.
Il y a là des artistes, des femmes assez bizarres et aussi quelques personnes de la haute société. Il court toutes sortes de bruits sur ce club, mais je crois que cela est voulu pour attirer la clientèle. Eh bien, dit la jeune fille, nous irons ce soir. Oh, renoncez à cette idée, fit Bill qui parut de nouveau embarrassé. Je vous dis que cet endroit n'est plus à la mode, personne n'y va plus. Eh bien, nous irons. Vous ne vous y plairez pas, Bundle, vous ne vous y plairez pas du tout. Vous allez me conduire au club des 7 cadrans, Bill, et je voudrais bien savoir pourquoi cela vous ennuie tant. Moi, cela m'ennuie, je le vois bien. Quel est ce coupable mystère? Ce coupable mystère. Voyons, ne répétez pas ce que je dis, c'est pour gagner du temps que vous agissez ainsi. Certes non, s'écria Bill seulement. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous tourmente, vous n'avez jamais rien su cacher. Mais je n'ai rien à cacher seulement. Seulement quoi? C'est une étrange histoire. J'y ai emmené un soir Babe Sainte-Maure. Oh, encore Babe Sainte-Maure, fit Bundle en étouffant un bâillement. Oui, je l'avais donc emmenée, elle a eu envie d'un homard. J'en tenais un sous mon bras. Le récit continua, et lorsque Bill eut raconté comment le homard avait été mis en pièces au cours d'une entre lui et un individu louche, Bundle ramena son attention sur le jeune homme. « Je comprends, dit-elle. Il y a eu scandale. » « Oui. Pourtant c'était mon homard. Je l'avais acheté, j'avais parfaitement le droit. »« Certainement, certainement, dit vivement Bundle, mais je suis certaine que tout cela est maintenant oublié. D'ailleurs, je n'aime pas les homards. Donc allons-y. Mais on s'expose à une descente de police, car il y a, au premier étage, une pièce où l'on joue au baccarat. Dans ce cas, papa n'aura qu'à venir me réclamer. Allons, venez, Bill. Bill paraissait toujours peu enclin à obéir, mais Bundle se montra ferme et bientôt ils prirent un taxi. L'endroit était bien tel que Lady Eileen se l'imaginait. Une maison haute dans une rue étroite, Hunstanton Street, numéro 14. Bundle nota le numéro. Un homme, dont le visage parut étrangement familier à la jeune fille, ouvrit la porte, et Bundle crut apercevoir qu'il sursautait légèrement en la voyant. Mais il reçut Bill avec de grandes marques de respect. C'était un individu de haute taille aux yeux bleus, avec un visage anémié trahissant la faiblesse, et dont les paupières tremblaient. Bundle se demanda où elle avait pu le voir auparavant. Cependant, Eversleg, ayant recouvré son égalité d'humeur, paraissait ravi de conduire sa compagne. Ils dansèrent dans le sous-sol qui était plein de fumée et où l'odeur de friture de poisson était presque insupportable. Sur le mur pendaient des esquisses au fusain dont quelques-unes révélaient un véritable talent. La société était extrêmement mêlée. Il y avait là d'opulentes juives, quelques personnes distinguées et plusieurs femmes douteuses. Bill mena la jeune fille au premier étage. L'homme qui leur avait ouvert y était de faction et il examinait avec attention tous ceux qui entraient dans la salle de jeu. La mémoire revint brusquement à Lady Eileen. « Que je suis sotte !» se dit-elle. C'est Alfred qui était second valet de pied à Chimneys. « Comment vous portez-vous, Alfred ?»« Très bien, milady. Quand avez-vous quitté Chimneys? Longtemps avant notre retour ?»« Il y a environ 1 mois, milady. J'ai eu l'occasion de monter en grade et il eût été dommage de ne pas la saisir. Je suppose qu'on vous paie très bien ici ?»« Oh, oui, milady. » Bundle entra dans la salle et il lui sembla que la véritable raison d'être du club s'y résumait. Elle vit aussitôt que les sommes déposées sur les tables étaient fort élevées et que de véritables joueurs se trouvaient assemblés en ce lieu. Elle et Bill demeurèrent dans cette salle pendant une demi-heure environ, puis Bill demanda « Descendons, Bundle, et retournons danser. » La jeune fille acquiesça, car il n'y avait pas là, pour elle, grand-chose à apprendre. Ils retournèrent donc dans le sous-sol, dansèrent encore plusieurs fois avec quoi, mangèrent du poisson et des pommes de terre frites, puis Bundle déclara qu'elle voulait rentrer chez elle. « Mais il est encore très bonne heure, » protesta Bill. « Non, il est déjà tard, et d'ailleurs, j'aurai demain une longue journée fatigante. »« Qu'allez-vous donc faire ?»« Cela dépendra, » répliqua Bundle d'un ton mystérieux, « mais je puis vous affirmer, Bill, que je ne resterai pas inactive. »« Cela ne vous arrive jamais, » observa le jeune homme.